Salut gang! Juste avant de commencer le podcast, j'aimerais souligner que ma soirée à l'hémisphère gauche est recommencée. C'est à tous les mercredis, 20h, 10$ au bar l'hémisphère gauche dans la petite Italie. C'est à 5 minutes à pied, plutôt 3 minutes à pied du métro Beaubien et il y a du stationnement. J'ai toujours 5 à 6 humoristes qui viennent peaufiner du matériel et moi je fais toujours 10 minutes de nouveau matériel plus du crowdwork en retour dans le track. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent « Hey Thomas, il va-tu rester des billets? » Et la réponse est toujours « Oui, il reste tout le temps des billets. Je suis Thomas Levac, pas Guns N' Roses en 1991. » Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur ma page Eventbrite ou vous pouvez acheter des billets sur place. Vous vous présentez, tu donnes 10$ au gars qui s'appelle Ellie, le gars à ma porte que j'adore et tu peux rentrer avoir un show d'humour. Mon invité cette semaine, c'est Dominique Tardif, journaliste culturel au Devoir. Il écrit sur la musique, sur la littérature, mais surtout, il écrit sur l'humour et je trouve qu'il fait ça admirablement bien. Ça fait 3-4 heures que je me dis qu'est-ce que je pourrais dire en début de podcast, qu'est-ce que j'ai à dire, et j'ai réalisé que j'ai rien à dire, alors je pourrais fermer ma gueule. C'est ça mon message cette semaine. Si j'ai rien à dire, je peux fermer ma gueule. J'ai réalisé que toutes les choses, toutes les fois que je me mets le pied dans la bouche, c'est parce que je passe plus de temps à parler qu'à réfléchir à ce que je vais dire. Alors c'est quelque chose que je veux corriger chez moi, juste dire n'importe quoi, juste pour avoir un peu d'attention, juste « Hey, tout le monde parle, là c'est mon tour de parler, c'est mon tour, moi j'ai de quoi dire, voici ce que j'ai à dire, c'est niaiseux! » Alors je ferai pas ça cette semaine. Anyway, le podcast est assez long. La meilleure des choses, c'est juste me taire et vous envoyer à moi et Dominique Tardif. Bon podcast! Oh ouais! Yeah, je suis très heureux de te recevoir parce que ce que j'aime, c'est ta rigueur et t'es mon premier invité qui met ses écouteurs. Alors, merci pour ta rigueur. Je me suis pas trompé. Je vais peut-être les enlever au fil de la conversation, là, je vais voir, mais j'aime ça. C'est parce qu'à la radio, je mets toujours mes écouteurs. Il me semble on sent mieux si on est en train de parler trop près du micro comme ça. De l'autre côté, ça indispose l'auditeur. Et on sait ce qu'on dit. Et moi, ce que j'aime de mon podcast, c'est que les gens oublient que c'est un podcast et ils racontent les problèmes qu'ils ont avec leur père. Puis là, il est trop tard. Ah, mais j'ai aucun problème avec mon père. Donc, est-ce que tu préfères que je quitte? Non. on peut régler ça rapidement. Bon, fait que Tardif, il n'y avait aucun problème avec son père. On n'a rien trouvé. Mais t'écris bien, c'est rare. C'est rare les gens qui ont une bonne relation avec leur père et qui écrivent bien. T'es dans un cercle très, très, très restreint. Non, je suis sûr qu'il y en a plus qu'on le pense. Non, mais j'ai pas de problème avec mon père. Je dis, est-ce que je veux vraiment aller là? Oh, vas-y. On a tous des problèmes avec nos parents. Là. Je comprends. C'est quoi tu avec ta mère, t'as des problèmes? J'ai pas des problèmes en particulier avec ma mère. J'ai l'air de tourner autour du pot, de pas vouloir y aller. Mais j'y vais-tu pas? Non, mais en vieillissant, on se rend compte. C'est moins des problèmes qu'en vieillissant, on se rend compte que, c'est ça qui est troublant, qu'on a hérité des pires défauts de nos parents. Mm-hmm. Puis on finit par se détester soi-même et parfois projeter cette haine-là sur nos parents parce que ce sont eux qui nous ont légué ces patentes-là qu'on aimerait ne pas porter en nous. Puis c'est vraiment difficile de s'en défaire. Là. Puis c'est ça, en vieillissant, on s'en rend compte. Mais il y a des gens qui s'en rendent pas compte, puis ça, c'est encore plus grave. T'es rendu plus loin que moi, parce que moi, je suis juste rendu à l'étape au lieu de regarder chez moi, je fais juste haïr mon père. Je fais juste y en vouloir à lui. Bientôt, je vais arriver à l'étape de peut-être que j'invente des traits de personnalité à mon père que, dans le fond, je projette sur lui. C'est mes propres traits de personnalité que je garoche à mon père. Ouais, mais c'est sans doute des traits de personnalité qui vous appartiennent aux deux. Puis c'est ça qui est le plus enrageant, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est en toi puis que tu voudrais qu'il soit pas en toi, quand tu le vois chez les autres, c'est horrible. Oui. Moi, je déteste tous ceux qui parlent fort, ce qui est assez ironique, parce que je suis la mascotte des gens qui parlent fort. Mon ami Adib... C'est ça ton casting d'humoriste, oui. Parler fort. En plus, Adib aussi m'a déjà dit... je suis très, très, très impoli. Puis une fois, j'ai dit à Adib, on était dans un party, puis j'ai dit, yo, lui, il se calisse des conventions. Puis il m'a pointé, puis il a fait, s'il y en a un dans la vie qu'il faut qu'il accepte les gens qui se calissent des conventions, c'est bien toi. Tu vas l'endurer, man. Puis sais-tu quoi? J'espère qu'il franchit toutes les limites pour que tu saches à quel point c'est désagréable. Puis il avait raison. Hier, je suis allé assister, je sais pas à quel moment cette conversation-ci est diffusée sur les internets, on le sait pas, mais on devine que c'est dans le futur, forcément. Mm-hmm. Hier, j'ai assisté à ta soirée d'humour. Oui! À l'hémisphère gauche. J'y avais jamais assisté, mais je voulais faire mes devoirs, savoir à qui... Encore une fois, la rigueur! À qui je m'en remettais, dans les bras de qui j'allais... Mais t'es venu, je suis content, ça veut dire que c'était pas horrible. C'était juste, au pire, pas bon. C'est ça que je suis content. Non, je suis du genre à honorer mes engagements.
Faudrait que je teste de faire des longues pauses comme ça. Non, c'est très, très, très bien. Ouais, j'ai l'air de penser à quelque chose, puis finalement, les gens sont déçus parce que je dis rien de super Non, pertinent. vu que tu fais une pause, les gens ils disent c'est vraiment brillant. Oui, OK. C'est ça, D'accord. c'est- C'est l'effet que ça produit. Oui. Mais donc, j'ai assisté à ta soirée hier, puis... Non, c'était vraiment très, très bon. C'était très amusant. Puis, ce qui m'a le plus fasciné, en fait, le meilleur segment, c'était l'entrevue que tu as réalisée au retour de la pause avec ta blonde, Oui. qui est enceinte, qui a sans doute accouché au moment Sans doute, où oui. cette conversation aussi est diffusée. Oui. Est-ce que tu sais, ça va être une fille ou un Je garçon? dis rien parce que moi, j'ai décidé d'exposer ma vie sur Internet, ça me regarde. Par contre, cet être-là n'a rien décidé. Fait que c'est pas, c'est pas pauvre. Déjà que je suis son père, je veux pas en plus qu'il y ait plein d'images de cette personne-là sur Internet. Tu vas pas utiliser ton enfant pour récolter du like. Ah, sans doute, mais pas dans les... Là, je vais le faire, mais je vais me faire à croire que je le ferai pas. Là, je suis encore dans la période où je me dis que je vais pas le faire, mais je suis quelqu'un de grossier, quelqu'un qui respecte aucun de ses engagements et quelqu'un qui a aucune rigueur, alors je vais le faire. Ça doit Et être- aussi, je suis prêt à n'importe quoi. Moi, je mélange l'amour et l'attention. Alors, je vais utiliser ça pour de l'attention qui... Y a-tu vraiment une différence entre les deux? Je pense que ouais. Parce que je pense que... je pense que ouais. J'ai pas encore découvert c'est quoi, mais je pense que ouais. Mais donc, c'est ça. Il y avait, au retour de la pause, tu as fait une entrevue avec ta blonde, qui était très amusante. Puis, elle a parlé de tes habitudes de masturbation. Ça a l'air d'être un sujet qui est pas du tout tabou entre vous deux. Vraiment pas. Ça m'a vraiment fasciné. Ben, c'est comme ça que moi, curieusement, la première fois qu'elle a entendu parler de moi, c'est à sous-écoute. Et à sous-écoute, je parlais de ma masturbation. Fait que c'est comme ça qu'elle m'a découvert. Et je me masturbe. Puis il n'y a rien de pire que ça. C'est pas vrai que je me cache pas pour me masturber, là, mais et je fais pas non plus ça dans la cuisine pendant qu'elle mange. Mais faut quand même, c'est ça, faut se cacher un petit peu. Là. Ben, je travaille autonome. Fait que c'est très facile de pas se faire prendre. Elle a un vrai travail et moi, je travaille autonome. Travailler autonome, ça veut juste dire que je me masturbe à la maison, en passant. Là. Ça devrait vraiment être ça. Mais t'en terme. écris des blagues une fois de temps en temps quand même. Là. Je masturbe beaucoup plus que j'écris des blagues. Si mon ratio de masturbation, si je changeais de ratio masturbation et écriture, j'aurais 3 romans d'écrits. Et 5 one-man show. Ouais, ça serait formidable. Parlons d'écriture, t'as écrit un Tu veux truc. qu'on parle de masturbation? Oh, ok, allons-y. La première fois que tu t'es masturbé, c'est quand? Fait que c'est ça, t'allais dire, Thomas? Mais moi, j'adore me masturber. Je trouve ça vraiment, vraiment... c'est ma seule valeur au monde. C'est important de se masturber pour plein de raisons. La première, c'est que t'es autonome quand tu te masturbes. C'est synonyme d'autonomie. Si tu peux te faire plaisir toi-même, t'attends moins des autres et généralement, t'es plus détendu. Parce qu'on le sait avec le bouddhisme, c'est dans l'attente des autres qu'on est vraiment, vraiment déçu. T'es vraiment ratoureux parce que là, t'évoques le bouddhisme pour donner une sorte de noblesse à ton C'est- onanisme. C'est extrêmement noble se masturber, à mon avis. C'est vraiment, vraiment, vraiment noble. C'est bien. C'est une belle activité qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça détend. Masturbez-vous le plus souvent possible tant que c'est pas devant les gens. C'est comme si tu faisais de la publicité pour tout le reste de l'Internet puis que tu disais aux gens, cessez de regarder ce podcast. Mais Puis... ce qui est cool sur Internet, c'est que tu peux faire 2 choses en même temps. Je pense qu'il y a des gens présentement qui se masturbent puis qui écoutent la conversation. Convaincu. Ah. Convaincu. Ah. On est 2 hommes très différents et très, 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 très érotiques. Fait que déjà, ça les a excités. Et c'est vraiment, vraiment... C'est weird. Il n'y a rien de plus excitant que les choses tout à fait weird. On le voit dans la pornographie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont étranges. Ils font des choses étranges juste pour provoquer le désir, provoquer le... Fait que je suis convaincu qu'il y a un très, très, très faible pourcentage de gens qui se masturbent en ce moment-là. Faut que les gens sachent qu'avant le début de notre jasette, je t'ai demandé de dire le plus souvent possible pendant l'entrevue, ce qu'on dit entrevue pendant la conversation, que je suis beau. Oui. Mais je m'attendais pas à ce que tu dises que je suis une personne érotique. Tu es très érotique. Merci, ça me touche. Ça me touche vraiment beaucoup. Parlant d'érotisme, Céline Dion. Oui. Oh! Qui est zéro... En tout cas, on va revenir sur l'érotisme de Céline Dion parce que... Plus érotique qu'elle l'a déjà été, en tout cas. Elle habite son corps d'une manière qu'elle n'a jamais habité comme ça avant. Merci de le dire. Et la raison pourquoi je veux qu'on en parle, tu as fait un papier extraordinaire sur Céline. Tu as été un des chanceux qui a eu accès à Céline dans sa chambre d'hôtel. Un des 52 chanceux à Montréal qui... Mais t'es celui qui a fait le papier que tout le monde a lu à propos de ça. Fait que, yeah. Parle-moi de ça. C'est comment rencontrer cette femme-là?
C'était vraiment, c'est ce que je raconte dans le papier d'une part, mais c'était une journée très, très étrange parce que, ce que je peux dire d'abord, c'est que moi, je couvre je collabore au Devoir, je suis journaliste indépendant, mais je collabore beaucoup au Devoir, puis je couvre en général la littérature puis l'humour. J'ai couvert la musique avant pour d'autres médias. Je le fais encore un peu à l'occasion pour le Devoir, mais j'ai d'éminents collègues qui font ça davantage au quotidien. Puis là, c'était une espèce de drôle d'occasion où je pense que, je sais pas trop pourquoi en fait, mais mes patrons m'ont demandé d'aller faire cette entrevue-là avec Céline Dion. Moi, je le sais, c'est parce que tu écris vraiment bien. Merci, c'est gentil. Bon. Mais il y a d'autres gens qui écrivent très bien au Devoir en musique. Mais je pense que c'est parce que j'ai un intérêt pour la culture pop. Puis, fait que j'ai dit oui, évidemment, quand ma boss m'a texté puis m'a demandé hey, ça tenterait-tu d'aller faire une entrevue avec Céline au Four Seasons? Magnifique hôtel. C'est un très. Es-tu déjà allé au Four Seasons? Jamais. Moi non plus, j'y étais jamais allé parce que j'habite à Montréal. Fait que tu vas pas dormir dans un hôtel dans la ville où tu habites. Et tu restes un journaliste culturel en 2019. Fait que tu n'as pas les moyens d'aller au Four Seasons. Ce serait comme scraper la paye d'un mois pour une nuit de luxe. Mais c'est vraiment un lieu magnifique, le Four Seasons. Moi, j'aime les hôtels quand même. Puis ça, c'est un tabarouette. On peut sacrer. C'est un... Oh, go, vas-y. Je parle de masturbation. Tu peux dire tabarnak. C'est un tabarnak de bel hôtel. Puis ça sent bon aussi au Four Seasons. Donc, c'est ça. L'endroit rêvé pour se masturber. Je l'ai pas essayé, mais je devine que oui, ça doit être le fun. Donc, on nous convoque les journalistes, donc tous ceux qui allaient interviewer Céline Dion. On nous convoque dans la journée pour aller faire l'écoute de ce qui allait être l'album de Céline Dion qui est paru. Courage. Faut le prononcer en anglais. Courage. Oh non. Courage, ce qui est très difficile pour les francophones. Courage. Donc, on allait écouter des chansons de l'album Courage dans une suite, là, pas si grande que ça, une chambre d'hôtel du Four Seasons. Puis, on devait rencontrer... Oh, ça cogne à la porte. Ils rentreront. Ils vont entrer? OK, d'accord. Donc, est-ce que tu penses que c'est Céline Dion? Je le souhaite. Est-ce que tu as invité Céline? Ça serait extraordinaire. Ses oreilles cillent. Non, c'est pas elle. Puis c'est ça. Donc, on devait interviewer Céline comme 2-3 heures plus tard. Puis là, le gars de Sony, moi, je suis pas habitué à ces contextes-là où il y a plus d'argent dans le monde des médias, puis il y a plus d'argent dans le monde de la musique. Mais évidemment, Céline Dion, elle est encore entourée d'un paquet de gens. Ce que j'adore de ton article, c'est que tu mentionnes que tu es encore en 97 dans ton entrevue, parce que tu dis pas ça comme ça, mais c'est ce que j'ai senti dans l'article, que c'est encore à l'époque où il y avait plein d'argent, fait qu'il baignait dans l'opulence. Oui, c'est ça. À la fin c'est pas mal le sommet, là, c'est le moment où il y a eu le plus d'argent dans l'industrie du disque, le tournant de la fin des années 90, début 2000, puis les journalistes se faisaient payer des voyages, des soirées de fête, tout ça, ce que j'ai jamais connu. Mm-hmm. Il y avait un journaliste dernièrement qui parlait qu'à l'époque de Sport Illustrated, il a déjà voyagé sous le bras de Sport Illustrated pendant 3 mois pour faire un papier sur le golf, puis il n'est jamais sorti. Puis c'était bien correct. Oui, mais Sports Illustrated devait avoir beaucoup d'argent, et le milieu du sport, le milieu du golf, en a sans doute encore beaucoup. Mm-hmm. Mais le milieu de la musique a moins d'argent, mais Céline Dion, elle, génère encore beaucoup de cash. Donc, elle est bien entourée. Puis, son... je me souviens plus de son prénom, mais donc le gars de Sony nous dit je préférerais que vous attendiez que vous sortiez pas de l'hôtel parce qu'on connaît pas trop l'horaire, puis quand Céline va se libérer, etc. Céline, elle faisait des entrevues depuis, tu sais, mettons là, il est 17h, puis Céline fait des entrevues depuis comme 13h, là, elle enfile les journalistes les uns à la suite de l'autre. Enfiler, j'aurais dû choisir un autre verbe. Parfait. Fait qu'il nous dit allez au bar, je vais laisser ma carte de crédit. Ce qui est fou, personne fait ça. Personne fait hey les journalistes, soulez-vous sur notre bras, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus personne qui fait ça, effectivement. Donc, on n'a pas abusé, mais on est allé s'asseoir au bar, puis là, je fraternise avec les collègues des autres médias. Puis le gars de Sony, rapidement, c'était très clair qu'il était paniqué parce que je pense que mon entrevue avec Céline, c'est une entrevue à 5, donc on est 5 journalistes en sa compagnie pendant 25 minutes, ou ça doit durer 25 minutes. Ça devait avoir lieu à 19h30, je me souviens plus exactement, là, mais on a fini par la rencontrer à 21h30, 21h35. Donc, il y avait 2-3 heures de retard sur l'horaire prévu. Moi, je trouve ça fascinant qu'il était nerveux parce que... Pourquoi il était nerveux? C'est quoi l'alternative? Vous n'allez pas faire de papier sur Céline? Jamais. Non, mais le temps je pense que
son équipe devait avoir hâte d'entrer à la maison. Ah, vu de même. Puis je pense aussi qu'il veut pas mettre les journalistes en colère. C'est-à-dire qu'il y avait il y a des gens qui ont d'autres obligations. Le journaliste est en colère, il fait un papier un peu moche parce que, OK. Ouais, pas forcément, là, mais je pense que tu veux juste être agréable avec les gens puis être honnête avec eux. Puis il voulait pas nous promettre que ça allait avoir lieu à cette heure-là quand il savait pertinemment que, mettons, Céline avait déjà 2 heures de retard. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Céline, elle jase. Donc là, ils lui mettent des balises puis ils lui disent faudrait que ça dure 25 minutes, ton entrevue à 5. Mais là, mettons, on est 5 autour de la table. On pose chacun une question à tour de rôle. Puis à la fin de sa réponse à la première question, on a comme déjà 15 minutes de busté. Là. Fait que là, moi, je suis le quatrième. Je dis, sacrément, est-ce que je vais arriver à la poser, ma question? Puis, mais j'ai été étonné. C'est ce qui m'a le plus étonné dans cette affaire-là, d'à quel point j'étais nerveux finalement quand je suis arrivé dans la pièce, là, même si j'avais bu quelques drinks sur le bras de Sony avant. Quand je suis arrivé dans la pièce, j'étais nerveux parce qu'il y a beaucoup de gens, puis Céline est là, puis elle dégage quelque chose, puis c'est Céline Dion, puis tout le monde parle de Céline comme d'une sorte de reine, ce qu'elle est. Mais John Mulaney disait ça sur Mick Jagger. Oui. C'est très bon ça dans son spectacle. C'est exactement, puis il dit, lui, il a l'énergie d'entretenir un stade. Et c'est la même chose, Céline, elle joue dans des stades. Alors c'est une énergie très particulière, là. Oui, puis elle modère pas tant que ça son énergie, c'est-à-dire qu'on est dans une petite pièce avec elle, une pièce remplie de gens, puis elle se comporte un peu comme si elle était sur la scène du Centre Bell. Elle donne vraiment le show. J'ai pas encore compris pourquoi, mais elle avait donc un micro comme un micro de ce type-là, parce que la conversation allait nous être envoyée pour que, on pouvait enregistrer le truc, là, moi je l'ai enregistré, mais ils nous ont envoyé, Sony, l'enregistrement de l'entrevue qu'on a fait avec Céline Dion. Performance. Avec, comme tu dis, son micro à fil. Oui, c'est ça. Elle a un micro comme ça pour répondre aux questions. Alors oui, maman. Puis là, parce qu'évidemment, Céline Dion se met à chanter à tout moment, comme pour des raisons pas toujours claires, mais du moment qu'elle dit un mot qui lui fait penser à une chanson, elle va chanter un bout de cette tune-là. Fait que là, elle ramassait son micro, qui est un micro là, assez de base. Là. Il y a plein d'articles en ligne là-dessus sur l'amour, l'affection de Céline Dion pour ce micro. C'est un Shure très de base. Puis un micro à fil, en plus. Il y a à peu près plus personne qui chante avec des micros à fil dans des contextes comme le Centre Et elle, Bell. ça donne un style. Oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'elle aime elle dit que c'est avec un micro comme ça que j'ai commencé ma carrière. Puis j'aime ça, chanter avec ce type de micro-là. Mais là, j'ai dévié. Donc, puis elle agrippe ce micro-là, puis là, elle chante un bout de quelque chose, de Rihanna. Là. Shine bright like a diamond. Ça, là. Puis, ouais. Fait que c'est très, très bizarre. Mais j'étais aussi nerveux parce que je voulais lui poser une question un peu baveuse, mais qui n'était pas si baveuse que ça, finalement. Mais moi, je la trouvais pas baveuse, ma question. Mais donc, pendant qu'on attendait de monter à sa suite, les journalistes, les autres médias voulaient absolument qu'on se fasse un plan, là. Là, moi, je vais poser pour pas qu'on pose que 2 journalistes posent la même question, puis qu'il y a une sorte de progression. Tu sais, quand tu construis une entrevue avec quelqu'un, tu peux réfléchir à ce type de choses-là, même si, bon, évidemment, faut que tu suives jusqu'à un certain point la personne que tu interviews, sinon ça va être plate. Là. Je t'apprends rien, Thomas. Donc là, ils voulaient qu'on se fasse une espèce de plan de match élaboré. Puis, il me demande, c'est quoi la question que tu veux poser? Puis là, je leur dis, j'aimerais lui demander, qu'est-ce que ça lui fait de ne plus être dans l'œil d'une grande partie du public qui la trouvait quétaine jadis, de ne plus être cette chanteuse quétaine-là, d'être devenue cool dans l'œil de bien des gens, surtout des gens de notre génération. Puis là, certains de mes collègues des autres médias me trouvaient complètement dérangé. C'est génial comme chanson. Le sous-texte, c'est comme une question plutôt. Le sous-texte, c'est t'es redevenu génial. Oui, c'est plutôt un compliment. C'est pas comme si je l'avais dit. Les jeunes gens cool et branchés te trouvent cool et branché. Mais donc, au moment de poser ma question, là, quand même, le cœur s'est mis à me débattre. Je me suis dit, si. Parce que c'est pas grave. Céline Dion aurait pu. Elle a vraiment pas pogné les nerfs après moi, puis elle s'est mise à parler de mon chapeau, puis à délirer. Comme il y a vraiment. La réponse à ma question, ça dure comme un 20 minutes. Là. Génial. C'est interminable. Génial. Puis il y a vraiment des détours. Il y a des moments où tu vois dans l'œil de son équipe qu'ils ne savent plus trop où elle s'en va. Puis est-ce qu'il faut essayer de la ramener? Il y avait une de ses attachées de presse là, derrière Céline, puis je la voyais. Là, elle essayait de lui faire des gestes constamment, comme Céline, il faut que tu rappes, parce que faut s'en aller d'ici. Là. Puis, mais c'est ça, le truc, c'est que d'une part, je lui apprenais rien en lui disant ça. Céline Dion est au courant que des gens l'ont trouvé quétaine et la trouvent encore quétaine. C'est ma grande question. Qu'est-ce que Céline sait de l'existence? C'est tellement une personne unique, elle est dans l'œil des autres depuis tellement longtemps. Elle a dit même, elle te le dit dans l'article,
depuis que j'ai 50 ans, j'ai changé. Je suis une femme qui est beaucoup plus en contrôle de sa vie. Parce que le sous-texte, c'est moi, quand Renée était là, dans les années 90, j'étais un instrument à devenir la plus grande chanteuse. J'étais pas en contrôle. Oui, puis tu dis sous-texte, mais c'est plus que ça. Elle le dit carrément que jadis, elle était tenue à part de toutes les tables où on s'assoyait pour prendre des décisions au sujet de sa carrière. Donc, de quoi il va avoir l'air le décor? Ça va être quoi le répertoire du spectacle? Ça va être quoi le répertoire du disque? Ce genre de trucs-là. Qu'est-ce qu'elle va chanter? Ou juste, elle n'écrit pas ses vers, c'est pas elle, là? Non, ça va, puis il y a plein d'interprètes qui s'en remettent à des auteurs-compositeurs, mais souvent, ces interprètes-là... Oh, mettons, Adele, elle écrit, mettons, quelqu'un d'autre sont côte à côte. Oui, elle, c'est Bluntun, chante-là. Oui, puis ça, mais c'était le modèle de la petite Britney Spears. La carrière de Britney Spears répond à ce modèle-là aussi, puis il y en a vraiment de moins en moins aujourd'hui. Billie Eilish est un bel exemple d'une nouvelle star de la pop qui est en contrôle presque total, elle m'a l'air d'être en contrôle total non seulement de ses décisions créatives, mais de ses décisions de business. C'est le cas de Taylor Swift aussi, mettons, pour prendre cet exemple-là. Donc, Céline Dion était tenue à l'écart de tout ça. Ça, elle le dit là, très, très limpidement que elle n'était pas assise à ces tables-là quand on prenait ces décisions-là. Puis René lui disait tu vas chanter, tu chantes, t'es là pour chanter. Mais il lui disait comme si c'était une sorte de cadeau qu'il lui faisait. Mais c'est faux. On s'occupe de tout, Céline, ne te reste qu'à chanter. Mais non, c'est ça, c'est tout à fait faux. C'est pas un cadeau. C'est une prison, c'est une cage très, très, très dorée qui est devenue très, très, très dorée dans son cas. Mais je pense que ça, c'est ça. C'est aussi un modèle qui correspond plus du tout à comment on conçoit. C'est pas comme si le féminisme avait été inventé l'année dernière, là, mais il y a quelque chose qui aujourd'hui est encore plus troublant dans cette posture-là du gérant qui prend des décisions pour une chanteuse. Mais qui rend son histoire mythique. C'est vraiment mythique, cette personne-là, cette femme qui interprète des chansons, on sait pas si elle comprend ce qu'elle chante. Mais oui, moi je pense que c'est ça, là, quand même, faut pas... je lui enlèverais rien à Céline Dion, puis on a souvent comme ça minimisé son propre rapport à sa carrière, alors que c'est quand même elle qui était sur scène pendant tout ce temps-là, c'est quand même elle qui chantait, c'est elle qui faisait les entrevues. Puis, évidemment... T'es que Kayak, c'est elle. T'es que Kayak, c'est elle. Puis mais ce qui est génial, c'est que tous les moments qu'on se souvient de Céline, c'est quand elle est elle-même. C'est quand elle sort de cette prison. T'es que Kayak, c'est clair que René Angélil l'a pas dit. Hey, en passant, va à Oprah, pleure et dit qu'il faut aider les Noirs américains en Nouvelle-Orléans. Oui. mais c'est ça quand même... René donc a été très très important, c'est un euphémisme dans sa carrière, mais souvent on va décrire le succès de Céline Dion en disant voici que c'est seulement l'œuvre de René Angélil, alors que c'est pas le cas du tout. Là. C'est elle qui les a chanté les tunes tabarouette. Ça m'apparaît comme une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut répéter. Penses-tu qu'elle est plus libre depuis la mort de... Penses-tu? Parce que moi, à mes yeux, elle est plus épanouie. Oui, ben la mode, là, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça superficiel de parler du look de Céline Dion, puis moi, je m'intéresse pas, je connais pas tant que ça la mode, mais c'est quand même un symbole assez fort. Gigantesque. Ça communique beaucoup, beaucoup. Oui, elle porte des vêtements c'est-à-dire qu'avant, c'était probablement la chanteuse pop qui... La moins sexuelle. Ou la moins sexuelle, puis son look en témoignait. Elle était habillée comme une comptable la plupart du temps. Une comptable un peu funky, mais une comptable quand même. Puis aujourd'hui... Je sais pas comment décrire son look, mais elle est à l'avant-garde. En tout cas, elle sait ce qui se passe dans le milieu de la mode. Elle a vraiment le doigt sur le pouls de la mode présentement. Puis ça a l'air de la passionner. Donc, c'est le fun qu'elle trouve son plaisir là-dedans. Puis sur scène aussi, même si... Bon, moi, je suis allé voir le spectacle là, au Centre Bell. Tu sais, un show de Céline Dion, c'est pas un show à l'ESCO. Tu sais, il y a quand même des balises. Puis elle fait le même répertoire à chaque soir. Puis, tu sais, elle s'en va de ce côté-ci de la scène à tel moment de la tune. Bon, c'est un spectacle à grand déploiement. Forcément que ça va se dérouler un peu de cette manière-là. Mais... Puis là, je sais pas jusqu'à quel point c'est moi qui projette parce que je veux voir ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle a plus de plaisir maintenant. Puis oui, c'est ça, qu'elle a du fun à chanter. Puis elle fait aussi quelques petits choix de répertoire. C'est ce que j'ai écrit dans ma critique du spectacle, que j'aimerais qu'elle fasse davantage de choix un peu... champ gauche, c'est une exagération dans le cas de Céline Dion, mais qu'elle fouille davantage dans son répertoire puis qu'elle sorte des pépites de ses albums. On va triper. Oui, c'est ça. Ses fans, elle pourrait chanter n'importe quoi, puis ses fans seraient là quand même. Alors que
on sait, puis elle l'a souvent dit en entrevue, elle l'a dit lors de l'entrevue que j'ai fait avec elle, avec les collègues, là, parce que quelqu'un lui posait cette question-là, donc comment elle choisit son répertoire pour un nouveau spectacle. T'sais, comme là, elle fait juste comme 2-3 nouvelles chansons de son album Courage. Puis elle disait que il y avait un certain nombre de chansons qu'elle pouvait pas contourner. Dont la chanson du Titanic, puis là, elle jouait en faisant semblant de ne pas se souvenir du titre de elle disait la chanson là, du bateau. Là, bon. C'était très amusant, mais c'est parce qu'elle déteste cette chanson-là. Elle l'a souvent dit, James Cameron, aussi le réalisateur de Titanic, déteste cette chanson-là. Les deux personnes à qui cette chanson-là a le plus bénéficié, James Cameron et Céline Dion, la détestent totalement, puis ont dû se faire convaincre que c'était un bon choix. Puis je comprends pas, puis il y a beaucoup de fans de Céline Dion. Là. Moi je suis pas, j'étais pas un fan de Céline Dion, puis je le suis pas encore vraiment, même si j'ai beaucoup de respect pour elle. Puis, mais la toune là, du Titanic, c'est pas bon, ça. Puis j'ai sondé plein de ses fans finis, puis il y a pas beaucoup de gens dont c'est la chanson préférée. Là. Non, vraiment pas. Parce que c'est une chanson. Je comprends pas ce qu'elle exprime, cette chanson-là. Oui, c'est ça. C'est une chanson qui est pas claire dans son message. Vraiment pas. On sait pas ce que ça dit. On sait pas trop ce que ça dit. D'ailleurs, c'est quoi le lien entre la toune puis le film, par ailleurs. C'est à la fin, mais au générique, c'est au générique. Oui. C'est très étrange. C'est même pas dans le film. On entend la Christie de flûte, par exemple, tout le long du film. Là. Malheureusement. Mais c'est ça. Tandis qu'il y a d'autres chansons de Céline Dion, comme moi, ma préférée, c'est It's All Coming Back to Me Now. On est deux. On est deux. Yeah, man. On va refaire ça. On va refaire ça. Yeah! Non, j'aime pas Céline, mais cette chanson-là, faut que je ferme ma gueule. Ça marche. Tu sais que cette chanson-là a été écrite par Jim Steinman. Jim Steinman, c'est lui qui a écrit les albums, les 2 premiers tomes, sinon les 3 de Bad Out of Hell de Meatloaf. Wow! Donc, I Would Do Anything for Love. C'est tellement logique depuis que tu me le dis. Non, mais j'ai pas fini. C'est aussi Jim Steinman qui a écrit Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Puis pour moi, ces 3 chansons-là, c'est une de mes petites théories personnelles préférées. Ces 3 chansons-là forment une sorte de triptyque sur la déchirure de l'amour. Donc, It's All Coming Back to Me Now, Total Eclipse of the Heart, puis I Would Do Anything for Love, but I Won't Do That. Puis Jim Steinman avait écrit It's All Coming Back to Me Now d'abord pour Meatloaf. Puis Meatloaf l'a pas enregistré. Puis il l'a enregistré plus tard, là, autour des années 2000. Il a fait sa propre version qui est pas mauvaise. Mais on entend, oui, ça, puis on entend complètement la signature Jim Steinman avec les différents mouvements. Tu sais, c'est une chanson, c'est une ballade pop, là, une power ballade, mais assez atypiquement construite. Oui. Il y a plusieurs mouvements. Puis c'est une grosse tune que j'aime beaucoup. Et le clip est magnifique. Ça a été tourné en... Il y a une moto dans un manoir. Quoi de mieux? Il y a un gigantesque manoir qui est un vrai manoir. Je pense que c'est en République tchèque que ça a été tourné, cette affaire-là. C'est vraiment... Oui, donc It's All Coming Back to Me Now. Elle a commencé... C'est à l'époque où des gars comme David Fincher faisaient des clips à 3 millions de dollars. Oui, il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie de la musique, donc dans l'industrie du clip, alors que c'est ça. Aujourd'hui, sors ton iPhone, puis on va essayer de faire un clip. Ouais, des fois, c'est juste... Ouais, oui, des fois, Drake fait ça. Oui. Ça marche. Alors, puis Drake, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens, là, aussi. En plus, il n'y a pas les moyens. À quoi bon faire un vidéoclip quand les gens l'écoutent sur Spotify? Bref. La grande rumeur de Céline. Moi, ce qui me fascine le plus de Céline, c'est la rumeur de son homosexualité, pour plein de raisons. Premièrement, est-ce qu'elle l'est ou non, déjà? Puis aussi, deuxième question, ça change-tu quelque chose? Selon toi, si Céline est gay, est-ce qu'elle devrait faire son coming out, oui ou non? Est-ce que ça changerait quelque chose dans notre interprétation de ses chansons? C'est difficile là, de commenter ça sans manquer de rigueur. Il faut avoir de la rigueur dans la vie. Donc, je peux pas spéculer sur l'orientation sexuelle de quelqu'un. Ça me paraît très vulgaire. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant quand même dans cette fascination-là qu'on a pour cette théorie-là que Céline serait lesbienne, je pense que ça témoigne d'une part d'à quel point elle est appréciée au sein de la communauté LGBTQ+. Et elle apprécie cette communauté-là. Elle est très, très heureuse de son public, d'aimer ses ça, c'est très beau aussi, à quel point elle a davantage mis ça de l'avant au cours des dernières années. Je pense qu'elle le faisait moins quand Renan Angelil était encore en vie. Je pense que Renan Angelil était quand même une influence peut-être un peu plus... je pense pas que c'était un homme conservateur, mais c'était un homme qui avait une influence plus conservatrice dans la façon de penser sa carrière. Tandis que là, Céline, elle le dit, elle a fait chaque année pour la journée de la fierté gay. Mais il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a un truc qui est devenu viral. Elle était là dans un karaoké dans le village gay de New York. Ses propres chansons, c'est complètement... Elle adore ça, c'est super...
c'est cool, là. C'est filmé dans un karaoké gay. Elle l'a mis sur Internet. Elle est très fière que ces hommes-là, ces femmes-là trippent sur elle. Là. Elle les défend. C'est une icône gay, puis elle l'assume. Mais c'est sûr que ça changerait quelque chose dans notre perception, non seulement de qui elle est, mais de son répertoire. Tellement. Parce que moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que depuis que j'ai appris ça, quand je suis rentré dans le show business, puis que tout ce qu'on fait, c'est parler des autres, plutôt que travailler sur notre propre art, puis après se demander pourquoi notre œuvre était complète. C'est tellement le fun de me dire. Oui. Ben là, ces chansons d'amour sont tellement plus percutantes, parce que c'est vraiment des amours impossibles, parce que elle est en relation amoureuse avec un homme quand des fois... la plupart des chansons de Céline, à mes oreilles, c'est des histoires d'amour avec des femmes qu'elle peut pas... pas s'ouvrir. Oui. Non, mais c'est tellement touchant, tu sais. Ça, je l'ai écrit dans mon texte aussi, pas à ce sujet-là, mais la mort de René Angelil, événement tragique, rend les chansons de Céline Dion plus intéressantes parce que ce qu'on sait de Céline Dion, c'est qu'elle est... On devine que ça a été le seul homme dans sa vie ou qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Puis, puisque le répertoire pop en général est composé de chansons d'amour difficiles, d'amour déchirant, Céline Dion chante des chansons d'amour déchirant, mais nous, ce qu'on sait au sujet de sa vie personnelle, c'est qu'elle vit une relation de pur bonheur avec René depuis toujours. J'imagine qu'ils ont eu leurs difficultés, mais ils sont restés ensemble pendant tout ce temps-là jusqu'à la mort de René. Donc, Céline nous chante l'amour difficile, mais elle l'a jamais vécu. Donc, je dis pas qu'il faut avoir vécu ce qu'on chante pour être capable de transmettre une émotion, mais ce que je dis, c'est que nous, on peut pas... En tout cas, moi, je pouvais pas m'empêcher de penser à ça quand j'entendais les tunes de Céline. Pour que tu m'aimes encore. À qui elle s'adresse quand elle chante Pour que tu m'aimes encore? René Angelil, il a été avec toi pendant toutes ces années-là. Donc, maintenant, quand elle chante It's All Coming Back to Me Now ou Pour que tu m'aimes encore, toutes ces chansons-là, ben, ça prend un sens différent parce que si c'est vrai ce qu'elle nous dit qu'elle s'ennuie beaucoup de René puis qu'il lui manque, ben, ces chansons-là deviennent des chansons d'amour déchiré, d'amour impossible parce que René n'est plus là, parce que René est mort. Donc, c'est ça. Moi, souvent, quand on pense à la musique pop, les snobs, là, moi, j'ai déjà été un snob. Là, on est deux. C'est ça, quand j'étais ado, mettons, si on remontait le temps et on allait voir TQ Tardif là, à 15 ans, puis on lui disait tu vas interviewer Céline Dion, tu vas aller la voir en show, puis là, tout d'un coup, c'est l'affaire dont tout le monde va te parler sans arrêt. Tu vas faire 20 minutes de podcast avec Thomas là-dessus. Tu sais, il serait vraiment en colère. Le petit Tardif, il serait dans la comptabilité. Tant qu'à vivre ça. Ouais, non, il ferait pas d'aussi mauvaises décisions que ça quand même, Thomas. Il n'aurait pas les capacités de toute façon, mais il serait vraiment très étonné et sans doute très en colère d'entendre ça. Donc, j'étais un snob jadis en ce qui concerne la musique pop. Mais pour s'intéresser vraiment à la musique pop, on n'a comme pas le choix de s'intéresser à tout ce qui vient autour. Puis c'est faux, en fait. Quand on aime un groupe, un artiste, là, un musicien, on s'intéresse à ce qui vient autour. On n'aime pas juste purement la musique. Là. Évidemment, il faut que la musique nous plaise, mais on aime aussi de quoi le chanteur a l'air, puis c'est quoi les idées, les valeurs qu'il incarne. Donc, tu sais, que t'aimes les Cowboys fringants ou que t'aimes Gentle Giant ou Céline Dion, d'une certaine manière, t'embrasses l'identité complète, le discours complet que cet artiste-là tient avec toutes les facettes de sa carrière. Puis donc, en ce sens-là, j'essaie de répondre à ta question sans vraiment y répondre, mais c'est sûr que si Céline Dion nous disait « je suis lesbienne », ben que ça changerait complètement la façon dont on la reçoit. Puis aussi, c'est-à-dire que c'est une artiste, Céline Dion, qui a été adulée au Québec, qui l'est encore, qui a vécu de l'adversité, mais les gens qui n'aiment pas Céline Dion, c'est des gens qu'on peut rapidement taxer de snobisme. Mais là, si Céline Dion se disait lesbienne, on peut présumer qu'elle vivrait de l'homophobie, qu'il y a des gens qui ont été des fans d'elle. J'espère qu'il n'y en aurait pas beaucoup, puis j'espère qu'on vit dans une société où il y a de moins en moins d'homophobie, mais on peut présumer qu'il y a des gens qui changeraient d'idée au sujet de Céline Dion en apprenant cette affaire-là. Donc, ce serait intéressant en ce sens-là qu'elle nous annonce une patente comme ça, si c'était vrai, parce que ça révélerait peut-être quelque chose au sujet de la société québécoise auquel on préfère. Et mondial. Oui, tout à fait. Moi, c'est au Québec, à mon avis, là, ça va pas changer grand-chose. Ça va changer beaucoup de choses par rapport aux États-Unis. Je crois aux États-Unis, beaucoup plus d'homophobie qu'on croit aux États-Unis. Mais elle est très populaire en Irak, par exemple. Voilà. J'ai aucune connaissance de comment c'est accepté l'homosexualité en Irak, mais je présume que c'est ça les moins que. Moi, j'ai un ami, c'était un ami libanais. Homo qui voulait retourner au Liban. On lui a dit, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Moi, mais la mode là-bas, ouais, la mode. Il y a aussi, je pense pas que le monde va triper sur ton Instagram au Liban. Là. Mais pour répondre encore à ta question sans y répondre, je pense que tout ça aussi, ça témoigne d'à quel point on aime réfléchir à Céline Dion. Puis elle nous donne l'illusion de nous en dire beaucoup à son sujet en entrevue, mais je pense qu'elle nous en dit
pas tant que ça. Mais Ce qui fait qu'on peut prendre une théorie comme ça, qu'on sait pas trop d'où ça part, une espèce de vague rumeur que les gens répètent. Puis tout d'un coup, on trouve des indices qui nous permettent de solidifier notre théorie. Là. Non, mais là, elle a dit ça, puis dans cette toune-là, il y a cette parole-là. Ou dans son faciès, dans comment elle bouge. C'est ça. Comment... Et voilà. Alors que, tu sais, on pourrait développer une autre théorie complètement différente, puis essayer de trouver des indices pour confirmer notre intuition. C'est une théorie de conspiration. On est vraiment en banlieue de ça. Là. C'est pas loin de ça, effectivement. Ça me fascine. C'est fascinant. Une autre personne qui me fascine, c'est toi. T'es qui? Je connais rien de toi. T'es né où et en quelle année? Je suis né en 1986 à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Let's go! Ouais. Mes parents habitaient même à... Je suis né à l'hôpital de Rouyn-Noranda, mais mes parents habitaient à Évin, qui est une petite ville à côté de Rouyn-Noranda. J'ai vécu à Rouyn-Noranda avec mes parents avec mes parents. T'sais. C'est mieux de vivre avec une figure parentale quelque part. En tout cas, un adulte. Pas trop loin. Donc, jusqu'à 11 ans à Rouyn. Après, on est déménagé à Trois-Rivières-Ouest, une ville qui existait. Connais-tu Cowboy? Non. Ah, parce qu'à Trois-Rivières, il y a un gars qui s'appelle Cowboy. Il se déguise en cowboy. Il va sur la main puis il tire le monde avec ses doigts. Et tout le monde l'adore. Non, c'est Cowboy. Je connais pas Cowboy. Il est extraordinaire. Ensuite, on est déménagé à Asbestos. Puis là, j'ai passé pas mal mon adolescence à Asbestos, c'est-à-dire comme de 12 à 17 ans. Puis après, je suis déménagé à Sherbrooke. C'est quoi être ado à Asbestos? J'ai aucune idée. Pour moi, à mes yeux, t'es un immigrant. Je connais plus la vie d'un gars qui a grandi au Maroc que Asbestos. C'est une ville, c'est situé entre les Bois-Francs puis l'Estrie, donc entre Sherbrooke puis Victo, Asbestos. Puis c'est comment? C'était pas si différent. En fait, moi, j'ai eu un assez grand choc, c'est ça. Entre Trois-Rivières puis Asbestos, c'est vrai qu'il y a un choc parce que Trois-Rivières, c'est une assez grosse ville. J'étais dans une grosse polyvalente où là, j'étais dans une concentration musique. Je jouais de la musique. Tu joues de la musique, génial! Non, je jouais de la musique. Il faut vraiment utiliser le passé ici parce que j'ai vaguement joué de la batterie adolescent, mais j'en joue plus parce que j'habite à Montréal. Il y a de la place pour mettre un drum dans un appartement. Et voilà. Mais Asbestos, comment dire? J'ai détesté ça quand j'y suis arrivé. Puis, finalement, c'est une ville qui, aujourd'hui, est très chère à mon cœur, même si ça fait longtemps que je ne suis pas retourné, parce que tout le monde était très, très proche. C'est une petite école secondaire. Puis là, c'est peut-être le bout, là, je peux peut-être te confier ça. Je t'écoute. Moi, j'ai eu un cancer quand j'avais 14 ans. Wow. Puis, je me suis fait amputer une jambe. Wow. La jambe gauche. C'est pour ça que tu as peut-être remarqué Oui, mais je n'ai rien dit parce que c'est weird de son monde. Bon, non, mais il y a des gens qui le disent qui font des remarques là-dessus avec moi, j'ai un gros zéro tact. Je sais c'est quoi, se faire dire, yo, t'as un gros... Come on, là, on vient de se rencontrer. J'aime ça comment tu compares mon... C'est pas... À part ça, je préférais avoir ta jambe que mon nez. Je l'échange dans Genèse. Moi, j'échangerais, je prendrais ton... non, je vais garder ma jambe, finalement. Je viens de regarder ton nez comme du monde. Tabac! Oh, boy! Je l'avais pas regardé. C'est excellent. Trop baveux, ça. Non, c'était une joke excellente. D'accord, merci. À 14 ans, tu as eu un cancer. Oui, c'est ça, j'ai eu un cancer. Donc, moi, quand je suis arrivé à Asbestos, parce que là, je commençais, ça faisait 2 fois que je changeais de ville, puis c'est pas le fun de déménager, il faut que tu te refasses des nouveaux amis. Il y a des gens qui l'ont vécu plus que moi, puis qui pourraient en parler davantage, mais c'est toujours vraiment douloureux de devoir affronter le regard des autres, puis il y a toujours une espèce de moment de tension. Tu sais pas si tu vas être accepté par le groupe ou si tu vas finir parmi les rejets. Puis ce moment-là est très angoissant. Donc, quand je suis arrivé à Asbestos, j'ai pas été rejeté loin de là. Puis j'avais un cousin qui habitait là, donc on passait beaucoup de temps ensemble. Puis il est encore on est encore très proches les deux. Salut Pierre-Luc, grand fan du monde d'ailleurs. Yeah. Puis c'est ça. Mais quand donc ça c'est la 2e année où j'étais à Asbestos, là j'ai eu un cancer, je me suis fait amputer une jambe. Fait que là, je suis revenu à l'école en fauteuil roulant avec une jambe en moins. Puis là, évidemment, tu deviens une sorte de héros, de mascotte. J'ai envie de creuser comment tu as appris, la journée où tu as appris d'aller perdre ta jambe, comment tu as appris ça? Au début, ce dont je me souviens, puis là, ce serait le moment où on pourrait inviter ma mère à se joindre dans la conversation s'il n'était pas loin, parce que ma mère a une espèce de mémoire fascinante. C'est comme si elle avait tenu des archives de minute en minute de toute ma maladie puis de mes traitements. Puis ça nous donne une idée d'à quel point ça a été évidemment difficile pour elle. J'ai pris un ton grave pour dire ça comme ça. Mais ce dont je me souviens pas
du moment exact où ils m'ont dit que j'allais être amputé, mais je me souviens du premier moment où mon chirurgien, Dr. Isler, Marc Isler, bonjour, on le salue, qui travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un chic monsieur, il a comme employé le mot amputation, puis la première fois qu'il a employé le mot amputation, je pensais que ça désignait une autre affaire, tu sais, que c'était comme une métaphore ou un terme technique pour parler d'une autre patente, alors qu'il parlait vraiment d'une amputation, tu sais. Donc ça, je me souviens de ça, puis c'est ensuite que là, j'ai vraiment réalisé qu'on parlait là, de sortir une scie puis de couper un bout de jambe. Là. Aïe, aïe. Ouais. Et l'opération, ça s'est bien déroulé? Est-ce que... Ouais, c'est quand même... Ça, c'est une opération assez simple. Une amputation, tu sais, ça dure comme 1 heure et demie, je pense. Puis, ça dépend du type d'amputation, bien sûr. Mais une amputation comme la mienne... Ah oui, d'ailleurs, ouais, ça, puisque je suis devant un humoriste, je vais te confier la meilleure blague que j'ai fait de ma vie. Mais je l'ai regretté ensuite. C'est les meilleures blagues, ça. Si tu as regretté, c'était bonne. Oui. Les meilleures blagues ne font jamais l'unanimité. Donc, Marc Isler, mon chirurgien, se présente. Je me suis amputé le matin, mettons à 11h. Je retourne à ma chambre. Puis le docteur passe à la fin de la journée pour venir me saluer puis voir comment je vais, etc. Puis il arrive, puis il est visiblement fatigué. Puis là, il nous dit qu'il a mis la gomme sur mon amputation. Il a bien fait ça. Tu es content quand ton chirurgien te dit « Pour toi, j'ai fait un petit spécial. J'ai bien fait mon travail. » Mais il parle, il y a plus trop de voix. Il y a un filet de voix. Il y a la voix rauque, comme ça. Parce qu'évidemment, il avait fait d'autres chirurgies dans cette journée-là. Le pauvre homme était épuisé. Nos médecins travaillent fort. C'est ça que je veux dire, Thomas. Donc, il dit « Je suis désolé. J'ai perdu la voix. » Et moi, de répliquer du tac au tac, « Il n'y a rien là. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu la jambe. » T'avais quel âge? 14 ans. Yo! Ma mère était mortifiée. Ah! Elle a pas ri, ça rend la joke meilleure. Que ta mère aime pas ça, ça rend ça meilleur. Ben, le chirurgien a pas eu, le Dr. Isler a pas ri, mais il y a comme une espèce de drôle de sens de l'humour, puis c'est un monsieur plutôt impassible, donc ça, c'était pas trop grave, mais ma mère, elle était, non seulement elle a pas ri, mais elle était vraiment pas contente. Elle m'a pas trop chicané parce que je venais de me faire amputer une jambe cette journée-là. J'en avais vécu assez, mais elle était pas contente. Puis plusieurs années plus tard, ça me pesait sur la conscience. Puis comme je revois ce chirurgien-là moins souvent aujourd'hui, mais une fois de temps en temps pour qu'on s'assure que tout va bien. Puis aussi parce que je suis comme devenu une sorte d'animal de foire pour lui. Là, toutes les fois que je vais le voir, il y a plein d'étudiants. Puis là, Dominique, peux-tu montrer? Puis là, il parle de ma jambe puis de la chirurgie qu'il a faite à ces étudiants-là pour leur expliquer qu'est-ce qu'il avait fait comme procédure à l'époque. Donc, c'est toujours des moments un peu amusants, puis ça me fait plaisir d'être là. Mais là où je veux en venir, c'est que je me suis excusé pour ça à Dr. Isler plusieurs années après, puis il s'en souvenait pas pantoute. Parce mais c'est une excellente blague. C'est une excellente blague. Je suis content d'avoir l'approbation d'un humoriste professionnel. Merci. Elle est extraordinaire. C'est vraiment, 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 vraiment une bonne blague. Tu sais, je sais que c'est une bonne blague parce que je suis pas jaloux. Une bonne blague, je suis jaloux, mais une excellente blague, c'est même plus une question d'ego. Ta blague est meilleure que mon ego. C'est à ce point-là qu'elle est bonne. Ça se repasse mon ego. C'est arrivé genre 4 fois dans ma vie que je pense pas à mon ego. Fait que c'est très, très rare. OK, alors, comment c'était l'école? Comment c'était en chaise roulante? Comment tu... Ouais, c'est ça, je viens te décrire. Mais ça, Asbestos, c'est pas une ville... Il y a un gros trou au milieu de la ville, qui est la mine. Moi, j'aurais cru à tort. Voici, moi et toutes mes... Moi, j'ai jamais pris le temps de m'informer sur la région, puis voici ce que je pense. Et viens de détruire si c'est faux. J'aurais cru que c'était beaucoup plus fermé d'esprit, fait que t'aurais... Ah non, pas du tout. Non, vraiment pas. Je suis très heureux de me tromper, puis je suis très heureux d'avoir... Merci d'ouvrir mon esprit. C'était pas... j'imagine qu'il y avait des gens fermés d'esprit, comme il y en a partout, mais c'était pas... non, c'est pas l'expérience que j'ai vécue à Asbestos. Non, c'était plus une ville qui commençait à être laissée à l'abandon. La mine est encore un peu en opération quand j'étais ado. Là, elle n'est plus. Puis c'est sûr que ça a fait que plein de gens se sont retrouvés qui avaient des jobs très, très, très bien payés, se retrouvaient soudainement sans emploi. Puis les alternatives pour l'emploi à Asbestos à ce moment-là, puis je pense qu'encore aujourd'hui, sont pas si nombreuses que ça. Il y a plein de gens là, qui essaient de trouver des solutions pour revitaliser ces villes-là, parce que Asbestos n'est pas la seule ville dans cette situation-là au Québec. Là. Il y a plein de villes qui étaient mono-industrielles où il y avait un employeur dans la ville qui permettait à tout le monde de mettre du pain sur la table. Puis quand cette entreprise-là ferme, tout le monde se retrouve bien mal pris. Donc, c'était plus cette ambiance-là qu'il y avait à Asbestos
quand j'étais ado puis que j'y vivais. C'est plus une espèce de... Morose. Une morosité, un désespoir qui se trouve un peu en dessous de toute situation. Là. Et qu'est-ce que tu faisais, mettons, à l'époque? Tu lisais beaucoup, tu écoutais beaucoup de musique, tu prenais de la drogue. C'était quoi ta jeunesse? Non, je prenais pas de drogue. J'ai comme fumé du pot pour la première fois. J'avais peut-être 16-17 ans, puis j'ai pas vraiment buzzé. Puis ça a été vraiment plus tard que là, j'ai fumé plus de potes. T'es en musique, fait que c'est clair, t'en as pris. faut Non, traîner avec mais, des musiciens. mais pas tant que ça. Ouais, je sais pas. Non, c'était plus un truc solitaire pour moi. Mais on n'est pas obligé de parler de ça tant que ça, de toute façon. Mais, ouais, le drum. Non, je jouais du drum, je jouais de la batterie. J'ai eu un rêve d'enfant. J'ai eu un rêve d'enfant, Thomas. Ouais. Ah! Ça, c'est un des moments aussi. Je me suis fait amputer. Puis là, c'est comme la madame de rêve d'enfant vient te voir. Puis elle a dit. Puis là, ça, c'est comme. T'as passé assez proche de mourir pour qu'on te donne une grosse affaire pour s'excuser au nom de la vie qui te fait chier depuis un petit moment. Fait que je suis allé je suis descendu d'Asbestos avec mes parents. On est allé chez Ital Mélodie, juste en avant du marché Jean Talon, dans la petite Italie à Montréal. Puis je pouvais choisir ce que je voulais. Je pouvais à peu près construire le drum que je voulais. Fait que j'ai eu un drum ridiculement gros. Inutilement gros. Puis c'est l'inverse du gars de Def Leppard. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le drummer de Def Leppard, en plein milieu de l'ascension du groupe, il a perdu son bras. Ouais. Il a Rick Allen. Oui. Maintenant, ce qu'il fait avec son bras gauche ou droit, il le fait avec son autre pied. Ouais. Alors, toi, comment tu joues du drum avec c'est-à-dire que c'est ma jambe gauche qui est amputée, donc c'est le hi-hat, la cymbale Charleston. OK. Le truc ici, là, comme ça. Donc, ça, essentiellement, quand tu joues du jazz, là, tu la fermes à chaque 2 temps. Là. Fait que je pouvais pas être. J'aurais pas pu devenir un grand drummer de jazz, il aurait fallu y trouver une solution. Dommage. Mais tu sais, quand tu comme ça, là, je suis en train de mimer un drum, puis c'est vraiment très bon. Mais quand tu joues du rock, ta cymbale, ton hi-hat, tu l'utilises. T'aurais pu être dans System of a Down. Tu le laisses fermer. Donc, j'aurais pas pu être dans System of a Down parce que c'est un Christy de bon drummer dans System of a Down, mais j'aurais aimé être dans System of a Down. Et j'écoutais beaucoup de System of a Down à cette époque-là. Donc, j'écoutais de la musique, je lisais un peu, mais la littérature, c'est vraiment arrivé davantage. Je lisais, mettons, des magazines de musique beaucoup. Mais la littérature en tant que telle, là, les romans, ça, c'est arrivé davantage au cégep. Là. Aïe, aïe. OK, vu que tu écris très bien, ça m'intéresse. Quand est-ce que tu es tombé en amour avec la littérature? C'est ça, c'est vraiment grâce à un prof au cégep qui s'appelle Patrick Nicole. J'ai la chance de le côtoyer encore aujourd'hui. C'est devenu un ami. C'est une des grandes chances de ma vie. Puis, c'est un de ses cours. Il y a d'autres profs aussi, plein de profs stimulants au cégep de Sherbrooke. Puis dans un cours de... Moi, je pense que jusqu'à ce moment-là, je me disais que lire des romans, c'était de la perte de temps parce que c'était des affaires inventées, puis c'était niaiseux lire des affaires inventées. Fait que je lisais un peu des essais, là, mais tu sais, je lisais pas tant que ça, en fait. Puis, mais c'est juste parce que j'avais pas lu les bons romans, puis personne n'avait placé les bons romans entre mes mains. C'est dire ça. Moi, j'ai toujours pensé, si t'aimes pas la littérature, c'est pas la littérature. Le problème, c'est les livres qu'on a mis entre les mains. Ben, c'est parce que ça apparaît un peu grossier de rejeter. Tu sais, les gens qui disent « j'aime pas ça lire », t'aimes pas ça aller au cinéma. Ouais. On dit cool, j'aime pas ça aller au cinéma, puis on se rend bien compte que ça n'a pas de bon sens. Il y a personne qui aime pas aller au cinéma en général. Tu viens me décrire, moi, au secondaire, je détestais le cinéma. Je trouvais ça niaiseux, mais tout ce que j'écoutais, c'était avec mes amis, on écoutait des films de Steven Seagal. Normal, pas aimer le cinéma. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu Full Metal Jacket, j'ai fait « Ah! Tu peux exprimer quelque chose. » Ouais. Fait que je crois pas que les gens qui disent j'aime pas le théâtre, j'aime pas, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne patente qui va te faire triper. Puis c'est ça. Donc au cégep, dans les cours de Patrick Nicole, j'ai lu Christian Mistral, par exemple, un écrivain québécois qui est aujourd'hui un peu oublié parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas publié. Si vous voulez un roman de cet homme-là, Vamp, c'est très très bon. Oui, Vamp. Puis Vautour, moi, mon préféré, c'est Vautour. Il raconte son amitié avec un gars qui est un peu étrange, une amitié difficile. Puis c'est vraiment un très très beau roman. À mon sens, c'est celui qui a le mieux vieilli. Puis c'est lui que j'ai lu dans le cours de Patrick Nicole. En passant, si vous aimez les films de Judd Apatow, c'est bon parce que lui, il parle vraiment de bromance. Oui, c'est ça. Vautour, c'est une bromance, totalement. Vraiment, c'est deux gars hétérosexuels qui s'aiment bien puis ils se sucent pas. Et ça existe. Oui. Et il écrit ça. Oui, puis c'est vraiment écrit de façon il y a quelque chose qui est de l'ordre du feu d'artifice là, dans l'écriture de Christian Mistral. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à lire davantage parce que je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais, mettons, je jouais du drum puis je chantais bien que d'une part, c'est ça.
si t'aimes pas ça pratiquer, là, c'est oui. mauvais signe. Oui. On pense que c'est une torture, mais les gens qui sont vraiment bons, là, mais tu parles à, je sais pas, Steve Hill, le guitariste, là. Steve Hill, il parle de jouer, tu demandes quand est-ce que tu pratiques, puis aujourd'hui, évidemment, il joue, mais il pratique plus vraiment parce que ses habiletés, ses aptitudes sont très, très développées, mais dans les premières années où il joue de la guitare, Steve Hill, là, quand il est ado, là, il est tout le temps dans sa chambre en train de jouer de la guitare sans arrêt. Chacune des secondes de temps libre est occupée à jouer de la guitare. Ça l'obsède. Puis... Je connaissais un gars qui connaissait un gars qui, lui, c'est un super drummer qui a vraiment, vraiment évolué rapidement. Puis lui aimait le speed metal. Ouais. Il dormait avec sa pédale. Fait que dans son lit, il pratiquait ses pédales. Ouais. Il était pas pire. Ben oui, c'est ça. Fait que les gens qui deviennent bons, c'est parce qu'ils ont un talent, évidemment, mais c'est aussi parce qu'ils sont totalement obsédés par leur passion. Puis c'était pas mon cas du tout avec la batterie. J'aimais ça jammer avec les chums, mais sans plus. Fait que je savais pas trop ça allait être quoi ma vie. T'es allé au cégep dans quelle institution? Là, je suis déménagé à Sherbrooke. La plupart des gens qui vont au cégep à Asbestos, c'est-à-dire pas tout le monde. Vraiment pas tout le monde. Vraiment pas, vont à Sherbrooke. Donc, je suis déménagé à Sherbrooke, puis c'est là que j'ai vécu jusqu'à il y a 1 an et demi quand je suis déménagé à Montréal. C'est une de mes villes favorites. C'est une des villes, les premières villes qui m'acceptaient quand j'ai recommencé à faire du stand-up. Fait que je suis très attaché à Sherbrooke. J'adore faire des spectacles là. T'as joué où en premier, au Magog ou à la planque à fun au Boc? Non, avant tout, j'ai joué au bar qui malheureusement, je crois, a fermé, qui s'appelle... Je suis vraiment, vraiment déçu d'oublier. C'était c'était le Duke de Wellington qui était un bar. Ah oui, les Ducs de Wellington qui étaient le bar qui ont ouvert dans l'ancien local du Café du Palais, qui est un bar mythique qu'on appelait Les Marches à Sherbrooke, où j'ai passé plus de temps là pendant mes années de cégep qu'au cégep en tant que tel. Qui est tout à fait là. C'est la preuve que le cégep c'est une expérience réussie, une expérience marquante. Normalement, n'importe qui a aimé son cégep, soit il a fait beaucoup d'impro, soit il a fait beaucoup boire dans un bar. Oui, j'ai vu beaucoup de spectacles aussi. J'ai fait le party là, aux Marches, mais il y avait des shows, là, c'était cool. Il y avait des shows comme à tous les mardis, mercredis. J'ai vu Fred Fortin, Le Nom, puis il y avait souvent pas tant de gens que ça. Des fois, il y en avait à Fred Fortin, mettons, évidemment qu'il y avait des gens, mais j'ai vu Le Nombre en compagnie de 12 personnes, un groupe rock merveilleux, si tu les connais pas, Thomas. Très, très bon, ils sont séparés maintenant. C'est-tu lié avec la descente du coude ou pas du tout? Non, mais c'est un peu la même époque. Ouais. Okay. C'est un peu la même époque. C'est davantage lié avec, mettons, les breastfeeders. Là, OK, cool. Ouais. Puis, fait que c'est ça où je m'en allais avec ça. Mais les Ducs de Wellington, c'est ça, c'est un bar. Il avait ouvert un bar gay dans ce local-là qui était à l'abandon depuis plusieurs années. Mais est-ce que ça a fermé? Ça a fermé maintenant? Je crois que oui. Le propriétaire est rendu à Montréal, il vient à mes shows. OK, bon, c'est le fun, ça. Mais maintenant, il y a les soirées de la planque à fun. Mon meilleur spectacle à vie, c'est la planque à fun. Ça m'a donné un coup de pied et un once de bonheur. Une des raisons pourquoi j'ai une soirée d'humour, la planque à fun, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ça m'a dit peut-être que dans la vie, je peux faire ça. Ouais, moi, j'ai vécu après c'est un autre bar important dans ma vie sherbrookoise, c'est le Boc et Bière. J'ai animé un talk show. Hey! Ouais, je faisais un talk show au Boc et Bière qui s'appelait le Show Tardif. OK. Qui est une sorte de jeu de mots, Thomas. Parce que j'étais un grand fan de Late Show. Puis... Mais pas de jeu de mots. Si ça fait du jeu de mots, ça aurait été plus rough. Mais je suis comme un fan modéré de jeux de mots. Là. Il y a des gens chez qui ça génère beaucoup de colère, les jeux de mots. Moi, ça va. Mais non, je suis un fan de Late Show, grand fan de David Letterman. Puis, donc, c'est ça. À Sherbrooke, j'ai organisé pendant un bon moment des soirées littéraires avec des chums. On s'appelait les suspects de service, puis on invitait des écrivains. On a déjà reçu Christian Mistral, dont on parlait tantôt. En passant, juste une petite parenthèse, si vous aimez les écrivains, écrivez-leur. Ils vont accepter d'aller prendre des cafés avec vous ou vous jaser, parce que c'est une manière de procrastiner. Tous les écrivains ne veulent pas écrire. Alors, moi, c'est ce que je me suis fait... J'ai passé du temps avec plein d'écrivains juste parce que tu leur dis... On va tous dans un bar, ils font « Oh ouais, une excuse pour écrire, let's go. » Ils sont super. Et souvent, les écrivains sont vraiment, vraiment fascinants. Et tous cochons. Tous. Je peux pas corroborer. Mais ce que j'allais dire pour renchérir sur ton invitation, Thomas, c'est que n'hésitez pas, par exemple, à écrire à un écrivain si vous avez aimé son roman. Oui! Ça fait toujours plaisir. Surtout. Parce que ce que je trouve horrible du roman, c'est que moi, tu le sais pas tout d'abord, tu sais pas qui a vraiment lu ton livre. Même ton nombre de livres vendus, tu sais pas s'ils l'ont vraiment lu. Ça, je trouve ça aberrant. Ouais. Et aussi, tu sais pas la réaction que tu procures. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont toujours contents, les écrivains, de recevoir un beau message. Ouais, il y adore certains, là,
Il adore le salon du livre, t'en fais un lien avec tes lecteurs. Quoique c'est un milieu passablement hostile, un salon du livre, parce que l'air est impur, puis l'éclairage est comme dans une salle d'interrogation. C'est la pire place, ouais. Ouais. Mais donc, c'est ça, je faisais des soirées littéraires à Sherbrooke, puis après, j'ai fait un talk show qui était inspiré de David Letterman, de la tradition du talk show. En général, on a fait 3-4 éditions. On a reçu Léana Brechdard, Simon-Olivier Fecteau, Pierre-Luc Funk, du monde. Guy Jodoin. Avec Guy Jodoin, c'était vraiment un grand moment parce que Guy Jodoin est un Cherbrouquois d'origine. Il a passé toute sa jeunesse à Sherbrooke. Puis je l'ai harcelé pendant comme 2... Le harcèlement, c'est mal, sauf si vous essayez de booker Guy Jodoin dans votre talk show, dans un bar, dans une microbrasserie à Sherbrooke. Donc, je l'ai harcelé. Si j'avais le moindre soupçon que quelqu'un à Sherbrooke connaissait Guy Jodoin ou connaissait ses parents, là, je leur demandais, est-ce que vous pouvez m'aider à essayer d'entrer en contact avec lui? Parce que Guy Jodoin, ça, c'est fascinant. Je suis en train on chire, là, mais c'est fascinant. C'est correct. J'aime ça. Guy Jodoin, je pense qu'il n'y a comme pas vraiment d'agent ou d'agente. Puis, il y a tu dois être extrêmement libre. Oui, puis il n'y a pas vraiment d'adresse. Il y a une adresse courriel, mais il regarde pas vraiment ses courriels. Fait que si tu veux il y a un téléphone flip qui ne comprend pas. Oui, puis là, si tu le textes, mettons, il va t'appeler. Puis là, il va laisser j'ai des messages sauvegardés dans mon téléphone de Guy Jodoin qui part sur des dérapes, puis il est hilarant, puis il est super généreux. Il m'appelle des fois. C'est arrivé qu'il m'appelle juste pour me demander comment ça allait. Puis après qu'il a participé à mon talk show, il voulait il disait... Là, tu devrais envoyer un démo à Sucré-Salé qui animait plus à ce moment-là, mais évidemment, il connaît encore les producteurs. Puis il était très, très généreux avec moi, alors que c'était pas tout à fait le plan de carrière que j'avais en tête. De toute façon, je pense pas que j'avais les aptitudes pour faire des chroniques à Sucré-Salé, mais il a été d'une générosité, Guy Jodoin, c'était merveilleux. Tu sais, mettons, je suis très, très ami avec Adib, et dès que Adib et Julien... Oui, il a tourné dans son film, oui, c'est ça. Avec plaisir. Ouais. Tout ce qui est unorthodoxe, amusant, il embarque. Il est vraiment, c'est tout un joueur, Guy Jodoin. Guy Jodoin, c'était l'invité de la seconde édition du show tardif. J'aime ça le dire. Puis à la 3e édition, je voulais que ce soit l'invité de l'édition précédente qui fasse le cold open via vidéo. Fait que j'ai écrit à Guy, puis il me rappelle, puis bon, comme ça, là, on essaie de se rejoindre. Puis il me dit, ça me fait plaisir de tourner ton truc, Dominique, mais j'ai comme pas beaucoup de temps. Fait que là, tel vendredi... Je fais changer mes pneus dans un concessionnaire automobile à Laval. Fait que là, j'ai 1 heure de temps libre à attendre que mes pneus d'hiver soient installés. Cette heure-là est à toi si tu la veux, je te l'offre, mais évidemment, il faut que tu viennes dans ce concessionnaire automobile-là. Fait que j'appelle mon ami Sam Allison, qui travaille dans le milieu de la télé puis qui m'aidait avec les vidéos pour le show. Je dis à Sam, ça tente qu'on fasse ça? Puis évidemment, belle aventure. On va aller rejoindre Guy Jodoin à 8h un vendredi matin dans le stationnement d'un concessionnaire automobile. Puis là, en plus, Guy m'avait demandé de lui envoyer le texte avant, mais j'avais pas vraiment fini. Puis je voulais qu'il fasse je sais pas si tu te souviens, dans Sucré-Salé, il y avait toujours un segment où il disait... il présentait les activités à faire au Québec, puis il disait qu'est-ce qui se passe au Québec, puis là, il faisait une longue énumération qu'il avait appris par cœur, parce que les comédiens sont capables de faire ça. Lui en particulier. Lui est vraiment fort dans le texte. Il est très doué. Puis... je lui avais écrit, donc, c'était une espèce d'énumération de tout ce qui se passait à Sherbrooke ce soir-là, à part le show tardif. Puis c'était une série de blagues sur d'autres lieux à Sherbrooke. Puis c'était tous des lieux qu'il connaissait pas pantoute parce qu'il habite plus à Sherbrooke depuis longtemps. Puis il a appris ce truc-là comme ça. Là. Il est parti dans son coin, il est allé au fond du stationnement. Puis là, on a des images de Guy Jodoin qui tourne en rond avec les feuilles dans les mains. Puis là, il se parle à lui-même, puis il essaie de trouver des trucs mnémoniques pour se souvenir du texte. Puis il l'a fait là, comme en 2 shots. Puis c'était parfait. Là. Il est extraordinaire. Il a un talent, cet homme. Mais il est d'une générosité tellement grande, mais en même temps, il est assez... Ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a fait confiance, mais en même temps, il m'a testé. Là. Je suis ressorti de ce truc-là parce que donc j'animais. On avait un groupe sur scène. Puis il m'a vraiment... J'avais l'impression qu'il me tenait là, à certains moments. C'est ça. Moi, j'ai posé des questions, puis au début, il répondait pas, puis il déconnait, puis j'étais vraiment en train de perdre le contrôle, puis ça devenait un peu gênant pour moi. Puis là, à un moment donné, il m'a lancé une question, il m'a dit quelque chose du genre... qu'est-ce que tu faisais dans... toi, parce que je lui demandais, bon, qu'est-ce que tu as fait à Sherbrooke dans ton adolescence? Puis là, je pense qu'il m'a renvoyé la question. Puis là, lui, il était tellement en train de générer des rires qu'il fallait vraiment que je réponde à quelque chose de punché. Puis là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait dans ton adolescence à Asbestos? Puis là, j'ai dit, je travaillais dans la mine, puis c'est là que j'ai perdu ma jambe. Puis...
Une autre bonne blague! Ben, une blague d'amputé, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne Non, souvent. elles sont bonnes. Fait que là, évidemment, ça a fonctionné, mais je sentais que là, tu sais, j'aurais pu répondre quelque chose de dol, puis j'aurais non seulement perdu la salle, mais j'aurais sans doute perdu Guy Jodoin, perdu le respect de Guy, puis ça aurait été triste, ça aurait été tragique. Mais c'est ça, donc, tu sais, je le sentais qu'il me tenait, puis là, j'étais comme au-dessus d'un précipice avec lui, il me tenait comme ça, mais en me laissant savoir que ça se pouvait qu'il me lâche, là, tu sais, qu'il fallait quand même que je me comporte bien, là, que j'ai de la répartie. Fait que ça, tu ressors de ces moments-là, évidemment, c'est une figure de style. J'étais pas en danger physique réel. Elle est bonne, c'est vraiment bonne. Puis j'en suis Charlie Chaplin, il dit que la comédie, c'est marcher sur un fil de fer. Mais c'est la comédie à deux, ça peut être aussi une bonne image. C'est vrai que jouer avec quelqu'un, si l'autre personne n'est pas généreuse, tu as vraiment l'impression de tomber dans le vide. Oui, mais c'est ça, surtout que dans ces situations-là, ce que j'avais peu mesuré, c'est que je voulais faire quand même des entrevues dans la vie pour le journal. Par exemple, je fais des entrevues, j'en fais beaucoup, mais ça n'a pas besoin d'être drôle, ça n'a pas besoin d'être punché, puis on va tout... Ils sont toujours punchés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le matériel, l'entrevue que je réalise avec quelqu'un dans un bar, dans un café, peu importe l'endroit, ça n'a pas besoin d'être... Le montage qui est l'article, quand je l'écris, il vient donner du punch. C'est le fun si l'entrevue en tant que telle, la matière première, l'était punchée. Ça aide à ce que le résultat le soit. Mais tu peux poser une question plate dans une entrevue pour un texte, puis c'est pas grave si ça mène nulle part. Là, on s'en fout. On fait juste perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Mais quand tu es sur scène, ça a davantage besoin de se passer là, puis tout de suite. Puis j'avais mal mesuré cet aspect-là, puis j'ai pas cette expérience-là. Mais là, avec Guy Jodoin, c'était merveilleux. Avec un Pierre-Luc Funk aussi, comme un as de l'improvisation. Malade. C'est malade. On en a parlé hier, c'est malade. Parlons d'écriture. Quel genre de... Oui, quel genre d'auteur es-tu? Est-ce que tu écris dernière minute? Est-ce que tu écris plusieurs jets? Quel genre d'auteur es-tu? Là, c'est drôle parce que je pense à mes patronnes qui diraient il doit écrire dernière minute parce qu'il nous envoie toujours ses textes en retard ou c'est comme vraiment très très proche du dernier deadline. Je suis quelqu'un qui écrit, qui réécrit beaucoup. Okay. Oui, je pense que il y a pas de... Ça, c'est un cliché, là, mais il n'y a pas d'écriture sans réécriture. Puis au contraire, moi, je connais beaucoup de gens qui c'est la raison pourquoi ils écrivent dernière minute, c'est qu'ils ne veulent pas réécrire. Puis ils aiment beaucoup le... Ouais, tu vois, mais à mes yeux, c'est vraiment une erreur parce que le geste là, comme ça, le geste chargé de pulsion que tu viens de décrire, peux-tu le refaire, s'il vous plaît? Ça, c'est important. Ça donne de l'énergie puis ça donne de la vérité à ton texte. Mais ça dépend à quoi tu écris aussi. Là. Moi, je fais des articles journalistiques, donc... je pense que Richard Martineau écrit beaucoup avec le... Oui, il devrait peut-être s'en retenir un peu parfois. Je dis ça comme ça. Mais c'est vraiment essentiel de réécrire. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Quand on écrit mettons, dans un journal comme Le Devoir, des fois, mettons, les patrons vont te faire quelques petites recommandations, changer un mot ou deux. Bon, ça passe par la correction la révision, grammaticale, orthographique, etc. Mais en gros, ton texte, il va pas mal ressembler à ce que tu as envoyé. Là, mais c'est le fun. Moi, ça m'est arrivé, mettons, quand j'écris quand je collabore avec des magazines où là, tu as un long... J'ai fait un texte pour un numéro du magazine B-Side qui parle de plein air habituellement. Donc, il parle de plein air habituellement. Mais tu vois, puis je m'y connais pas du tout dans le plein air, mais là, il faisait un numéro spécial sur la vie numérique. Puis il voulait quelqu'un qui puisse témoigner, qui avait vécu l'espèce de passage entre la vie avant Internet et la vie après Internet. Ben oui, nous, on est parce que moi, je suis dans 88, on est exactement ça. Et voilà. Puis donc, j'ai fait un texte pour ça. Puis là, avec cette gang-là, c'était un long processus de réécriture. J'ai envoyé un premier jet. La rédactrice en chef m'a renvoyé des suggestions, des demandes de correction. On a parlé au téléphone. Pourrais-tu aller plus là-dedans? Ce bout-là, c'est intéressant. Ce bout-là, ça l'est moins. Plus ou moins d'humour, plus ou moins de clin d'œil. Puis ça, c'est vraiment le fun. Un travail d'édition. Un travail d'édition, comme les gens en font quand ils écrivent un roman puis qu'ils sont entre les mains d'un bon éditeur. Puis ça, c'est le luxe qu'on n'a pas tellement dans les journaux parce qu'il n'y a pas de temps. Puis tout le monde a quelque chose d'autre à faire. Puis tu es déjà en train d'écrire ton autre papier. Mais c'est aussi ça quand même une bonne école. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la pige, mettons, là, j'ai commencé dans Bang Bang puis dans Voir Estrie ensuite parce que Voir avait des éditions en papier partout au Québec. C'est vrai. C'est comme si je parlais du siècle dernier, mais c'était... Ça fait il y a 4 ans. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je faisais comme un texte
bref, le court par 2 semaines, puis je passais du temps là-dessus, puis j'obsédais, puis jusqu'à un certain point, c'est vrai que ça peut devenir... ça peut rendre le texte plus mauvais là, si tu sens la sueur dans le texte. Là, c'est comme la toile sur laquelle tu as ajouté trop de gouache. Là. Mais c'est ça. Fait que quand tu fais des textes au quotidien, tu apprends aussi à lâcher prise. Puis, Est-ce que tu as la technique qu'on appelle le faire à repasser où tu réécris un segment, où tu fais un premier jet, tu laisses reposer, tu recommences? C'est quoi ton processus? C'est plus premier jet, c'est-à-dire que c'est bon là, de mettre le plus de choses possible sur le document Word. Puis après de dégraisser. Il ne faut pas trop s'attacher à ces mots. Il y a des gens aussi qui font cette erreur-là, puis c'est quand même un travail qu'il faut faire sur soi sans cesse, que de se dire que c'est pas grave là, si tu effaces des trucs. Les gens dans les salles de rédaction disent ça, couper, il en restera toujours assez. Ou en anglais, kill your darlings. Kill your darlings, c'est ça. Des idées, tu vas en avoir d'autres. Là, fait que c'est vrai. C'est pas grave. Donc souvent, là, mettons, si tu voyais entre le premier jet et l'article qui se retrouve dans le journal, souvent, je vais écrire un premier paragraphe de long préambule, puis cette affaire-là, je finis par la couper parce que c'est pas intéressant, puis ça donne pas de rythme à mon texte. Fait que c'est plus ça, c'est plus en ces termes-là que je réfléchis, tu sais, puis ouais, en termes de rythme, je dirais. C'est comme accrocher le lecteur le plus rapidement possible au début du texte. C'est pour ça que j'aime ça, souvent commencer avec une citation, tu sais, comme... On est déjà là dans... Non, c'est ce qui était impressionnant dans tes articles, tes premières phrases sont vraiment coup de poing, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit un... En tout cas, moi j'ai horreur de lire un texte, mais merci d'ailleurs pour ce que tu viens de dire, c'est très très gentil. J'ai fait comme si j'avais pas entendu. Mais c'est un long processus que d'apprendre à recevoir les compliments élégamment. Ah, c'est bien plus facile de recevoir des insultes. C'est bien plus facile parce que c'est pas plus facile. C'est facile de répondre je t'haïs. Je t'haïs, tu peux répondre par l'agressivité. C'est beaucoup difficile d'accepter parce qu'on est en résistance. Quand tu acceptes l'amour, il faut que tu t'aimes toi-même, premièrement. Et deuxièmement, tu es vulnérable. Tu es beaucoup plus vulnérable d'un compliment qu'à une insulte. Ouais, puis là, on se connaît pas beaucoup, toi puis moi. Fait que c'est ça, tu sais, si c'est un de mes chums qui me fait un compliment, si c'est ma blonde, j'embrasse. Mes chums, je les prends dans mes bras. Mais là, nous, on n'est pas tout à fait rendus. Puis ça serait weird qu'à chaque compliment, on se lève, qu'on fasse un câlin. Ça briserait le rythme, puis tout est une question de rythme. Tellement. Donc, c'est ça, moi, j'aime ça quand on entre direct dans l'article. Si je fais une entrevue avec Thomas Levac, mais je veux qu'on entende Thomas Levac, la phrase la plus intelligente ou la phrase la plus drôle ou absurde qu'il a dite pendant l'entrevue. Je veux commencer avec ça, pas avec Thomas Levac pratique l'humour depuis... Ah, merci. En passant, j'en ai parlé à Corinne, mais j'en parlais à toi directement. Merci de ne pas citer les blagues dans tes critiques. Mais il y a quelques... Arnaud Soli, que je connais un peu, m'a gentiment écrit... Pardon? Meilleur gars, Arnaud. Il est très, très fin, oui. Puis il m'a écrit, mais on a fait de la radio ensemble, c'est pour ça qu'on se connaît un peu. Puis il m'a écrit pour me parler d'une critique que j'ai fait récemment de Rosalie Vaillancourt. Puis c'est ça qu'il m'a dit qu'il trouvait ça le fun que je cite pas les blagues. Lui aussi, ça l'agaçait. Puis en général, il y a Pascal Lévesque aussi qui fait une nouvelle série de textes. Elle rencontre des humoristes après leur première. Puis là, elle fait leur revue de presse devant eux, critique négative et positive. Puis elle leur formule aussi ses propres... ses impressions à elle devant l'humoriste, puis là, l'humoriste peut réagir à sa critique. C'est quand même une très, très bonne idée. Puis à peu près tous les humoristes qu'elle a rencontrés jusqu'à maintenant disent ça. Là. Simon Gouache aussi l'a dit que ça l'agaçait que les journalistes citent des blagues. Parce que, ben ouais, je le fais pas trop parce que d'une part, je trouve que la meilleure blague, sans le contexte, sans la livraison, l'intonation, ça peut vraiment avoir l'air d'une mauvaise blague. Ça peut avoir l'air de rien. De deux, tu voles un punch. Fais pas ça. Oui, c'est ça. Tu voles pas toi, là, je t'ai rien fait, mais... Oui, tu voles un punch, puis c'est plate, là, ça arrive de plus en plus souvent. C'est un problème qui se pose de plus en plus souvent, c'est-à-dire que les humoristes font beaucoup de soirées, sont vus, puis là, ils se demandent, est-ce que je mets mon meilleur numéro qui m'a fait connaître dans mon one-man show en sachant pertinemment que il va y avoir la moitié de la salle qui va l'avoir entendu. Puis des fois, c'est une bonne idée de le garder parce que, tu sais, mettons, Virginie Fortin, elle a refait son numéro des féminazis dans son... mais c'est tellement un bon numéro, elle l'a fait dans son premier one-woman show. Puis elle a eu raison de le faire à mes yeux, du moins. Mais des fois, c'est ça. Tu vas voir un spectacle, tu te dis, tabarouette, on l'a entendu, mais des fois, ce segment-là, ce numéro-là, c'est un peu... Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Puis j'ai quand même le luxe... Le secret, c'est le faire rappel.
Oui, c'est C'est ça. un truc que j'ai Pour les volé à fans. Louis C.K. Ouais. Louis C.K. en rappelle des fois, il m'a voulu que je fasse telle affaire. Le monde fait « Wow! » Puis là, Ouais. tu le fais. Ouais. Puis, En passant, la culture du rappel, on l'a pas au Québec en humour. J'espère instaurer ça. C'est super, un numéro en rappel. Je l'ai dit. ouais, ben, je pense que des fois, tu as des humoristes qui vont tester un numéro de gala. Oh, Mettons, ils testent leur truc. Louis-José Hood va tester son numéro d'ouverture. Je sais au gala de qu'à la fin de sa carrière, parce que je crois que la fin de Louis C.K., sa carrière est plutôt finie, malheureusement. Ben, quoi qu'il a l'air de vouloir revenir, puis Ben là, il de fait pogner des... les nerfs contre les jeunes qui militent contre les armes aux États-Unis plutôt que de se masturber et d'avoir du sexe entre eux. C'était ça sa joke, là? Non, ben, sa joke, si je m'en souviens bien, j'adore quand je cite quelque chose, puis absolument, j'ai aucune rigueur, puis je dis n'importe quoi, mais devant toi, je fais semblant que je dis pas n'importe quoi. Fait que je redeviens moi-même, c'est-à-dire un gars sans rigueur intellectuelle. Mais c'est quand même ça, c'est un problème, parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. C'est un problème des podcasts. Souvent, tu entends des gens dire ça. Ah, si je me souviens bien, puis là, il n'y a aucun moyen de corriger ça après, tu sais. Oui, c'est cool d'un podcast, c'est que c'est fait sur Internet. Alors, si on se trompe, les gens peuvent aller voir les formations Oui. eux-mêmes et dire « il s'est trompé, quel abruti Ouais, comme depuis tantôt, je me demande, est-ce que c'est vraiment Rick Allen, le nom du drummer de Def Leppard? Je suis pas mal sûr que oui, mais je suis pas complètement sûr. Nicole, veux-tu vérifier ça? On fait notre Joe Rogan. Ouais. On fait notre Joe Rogan. Bientôt, on va parler de White Supremacy. Ça, je suis pas un gros fan de Joe Rogan. Non? Ah, qu'est-ce que tu reproches à Joe Rogan? Ben, pas grand-chose. Je le connais pas tant que ça, mais comme une espèce de façon d'incarner la masculinité qui est un peu... qui m'apparaît un peu datée, pour ne pas dire... Moi, je toxique. trouve ça génial qu'il s'adresse aux hommes. Je trouve ça, c'est très, très bien. C'est un des trucs que j'adore de Joe Rogan, c'est que c'est cool d'avoir un homme qui parle aux hommes. Et je crois que dans son discours, oui, des fois, il y a des discours particuliers, mais il y a beaucoup de... Il y a un discours... c'est un gars qui écoute. Ouais, Et non, c'est déjà ça un- faut lui donner, ouais, je suis C'est un d'accord. gars qui écoute, ça fait que c'est déjà cool d'avoir un modèle comme cet homme-là. Et c'est le fun. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui s'adressent aux hommes qui sont populaires. Alors, c'est le fun d'avoir ça pour... je crois qu'au contraire, il y a bien des incels qui écoutent Joe Rogan, puis après quelques années... oui, il y en a qui deviennent encore plus incels, mais il y en a d'autres, au contraire, qui deviennent moins incels. Ouais. OK. Bref. Mais c'est peut-être davantage, c'est ça, une critique du public de Joe Rogan que de Joe Rogan lui-même que je veux faire. Ouais. Je comprends. Mais c'est ça, sa exactement. critique du féminisme à Joe Rogan, des fois, m'apparaît un C'est peu ouais, grossière. heureusement, il ne faut pas toujours l'écouter. C'est ça, malheureusement, ceux qui traitent sur Joe Rogan, c'est juste ça qu'ils retiennent. C'est quand il dit « Hey, en passant, les femmes, il exagère. Oui, c'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est un gars qui a une grande écoute, puis ça donne très, très, très souvent des moments de Je pense que confidence c'est unique, bon là. pour bien les hommes voir un homme écouter. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est ça la plus grande force de Joe Rogan. Ton héros, il écoute les gens, puis il les accepte. Souvent, ce qu'on reproche à Joe Rogan, c'est « Ah, si, il est hypocrite, il change d'un invité à un autre. » C'est une belle qualité, ça. C'est une belle qualité Oui. à être malléable. Oui. Plutôt qu'à être... Si on était pareil avec tout le monde, ce serait un problème. assez grave. Ouais, il y en a qui le sont, puis c'est ce qui est horrible. Oui. Mais là, j'ai tout ça dérivé C'est un complètement. podcast, fait qu'il y a plein de... Oui. il y a plein de C'est ça le concept parenthèses, d'un de podcast. parenthèses. Les gens Ouais. se demandent c'est quoi un podcast. C'est juste une conversation sans queue ni tête, Exactement. sans construction. Exactement. Hey, c'est bien Rick Allen en passant. Oh! Yeah! Rick Allen! Tu avais raison! L'homme avec un seul bras. Quand je suis dans un bar puis il y a une toune de Def Leppard qui joue, je mets un bras comme ça. Parce que je suis toujours en train de air drummer dans la vie quand il y a de la musique. Donc je air drum souvent, au grand désespoir de ma blonde. Puis, ou à son grand amusement, ça dépend des moments. Puis, fait que quand il y a une toune de Def Leppard, ben, à partir du moment, il faut connaître son Def Leppard. Fait que si t'entends Bringing on the Heartbreak, Uh-huh. là, tu peux la air drummer à deux bras parce qu'il y avait encore deux bras à ce moment-là. Mais si tu air drum Pour Some Sugar on Me avec tes deux bras, mon chum, T'as rien t'es dans compris. l'erreur, là. T'es en train de révéler ta méconnaissance de l'œuvre de Def Leppard, puis c'est navrant de pas connaître l'œuvre de Def Leppard. Je suis d'accord avec ça. Parlons-en, pas de Def Leppard, mais de jokes d'handicapés. Qu'est-ce que tu penses des jokes d'handicapés? Qu'est-ce qui passe? As-tu des bonnes jokes d'handicapés, des pires jokes d'handicapés? Comment tu te sens par rapport à ça? Et c'est clair que ma joke, et ma question plutôt est teintée de « Salut, moi, Mike Ward, c'est mon ami. » Et il est en cours à cause de ça. Ouais, mais moi, c'est drôle, j'ai tellement de conversations au sujet de Mike Ward là, dans les dernières semaines parce qu'au moment où on enregistre ça, on vient d'apprendre que donc son appel a été... attends un peu, je vais essayer de formuler ça. Il est allé en cours d'appel, Ouais. puis on lui a dit « Non, Mike, faut quand même que tu payes. »
Ouais. Puis là, il veut aller en Cour suprême. Exactement. Et voilà. Suprême, pas supérieur, suprême. Suprême. Ouais. Oui, c'est ça. Situation résumée, et voilà, c'est réglé. Fait que c'est ça, j'ai eu beaucoup de conversations au sujet de Mike Ward, puis il me semble que c'est assez clair, puis il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Je pense que la joke, en tout cas de la façon dont moi je l'ai reçu quand j'ai vu le spectacle de Mike au moment où il présentait ce spectacle-là, ça commence déjà à faire un petit moment. Plus d'une dizaine d'années, je crois. C'est ça, c'est qu'il se moquait de l'espèce de pitié que les parents de Jérémy Gabriel tentaient de susciter en le présentant, en le mettant sur la place publique, en le faisant chanter, alors que c'était clair que cet enfant-là n'était pas spécialement doué pour le chant. Mais bien sûr que Mike, en faisant cette blague-là, se trouve que Jérémy Gabriel est comme la victime collatérale de cette blague-là, dont il n'est pas la cible. La cible, c'est l'hypocrisie, mettons, ou la pitié que ses parents tentent de susciter. Mais il se trouve quand même à se moquer de façon assez agressive, assez, voire violente, de Jérémy Gabriel. Donc, tu sais, qu'on dise que Mike Ward, c'est juste quelqu'un qui veut... Il y a quelque chose de... Qui est social, presque politique dans le message de cette blague-là. Regardez la façon dont on s'émeut d'un enfant handicapé. C'est un commentaire sur les médias là, que Mike Ward fait avec cette blague-là, à mes yeux du moins, dans mes oreilles. Mais c'est sûr que c'est vraiment regrettable que ça blesse Jérémy Gabriel par ailleurs. Puis c'est ça, mais là, après, c'est parce qu'aussi, il y a des gens qui disent « Ah, mais Mike Ward, il est tellement fin, puis j'en doute pas, j'ai eu l'occasion de lui parler, il était très, très sympathique avec moi, puis je sais qu'il pose plein de beaux gestes, mais c'est comme deux conversations qui n'ont aucun lien. Là, Mike Ward peut être un individu parfaitement respectable et généreux dans la vraie vie et aurait pu, par ailleurs, faire des blagues tout à fait répréhensibles sur scène. Fait que je trouve que on mélange bien des affaires, mais tu m'as pas demandé de commenter ce cas-là de toute façon. Oui, un peu. Mais c'est ça, je trouve que c'est assez fascinant quand même. Puis j'en ai parlé lorsque j'ai fait une entrevue avec Mike Ward d'à quel point on l'associait à d'autres humoristes. Tu sais, mettons, je pense que dans la tête, dans l'imaginaire de bien des gens, Mike Ward, c'est la même chose que Peter McLeod. Puis c'est pas le cas du tout. Non. Ou que Mike Ward, c'est la même chose que Maxime Martin. Puis ces trois humoristes-là font pas exactement trois types d'humour différents, mais ils ont quand même Ils sont pas dans la même zone. Ils sont pas dans la même zone du tout. Puis surtout, quand même, le Mike Ward de son dernier spectacle, là, c'est vraiment un grand show dans lequel il dit des choses pour vrai. C'est pas de l'humour qui est seulement transgressif pour être transgressif, pour jouer à aller de l'autre côté de la ligne. Là. Non. Mike Ward, je pense qu'il a déjà fait ça il a fait ça davantage à une certaine époque. Comme la plupart des jeunes. Oui, comme la plupart des jeunes. Moi-même, j'ai 31 ans puis je fais encore ça parce que je suis immature dans mon art. Puis lui, il a une maturité avec qu'il peut traiter de sujets beaucoup plus difficiles. Oui. Puis je pense que ce dont tout ça témoigne aussi, c'est à quel point l'humour est très, très lié à l'époque. C'est-à-dire que, tu sais, un show d'humour, c'est pas fait pour bien vieillir tant que ça. Tant mieux si ça vieillit bien, mais l'humour parle de notre société au présent. C'est pour ça que ça nous fait rire autant. Évidemment, il y a des thèmes universels, puis les thèmes universels finissent toujours par traverser n'importe quel grand spectacle d'humour. Puis c'est ça qui leur permet de s'inscrire dans le temps. Mais je pense qu'un spectacle, il faut qu'il parle au présent. Donc c'est normal aussi qu'un humoriste évolue puis change de perspective. On peut pas reprocher... mais en fait, il faut se réjouir que Mike Ward se soit transformé un peu, le contraire. Ben oui. Ce serait triste. Fait que pour répondre à ta question sur les jokes de personnes handicapées, ben... Je pense quand même que les humoristes ont une responsabilité, tu sais. Puis ce que je trouve le plus étrange, c'est des humoristes qui réfléchissent pas à l'impact au message de la blague, tu sais, qui se soucient juste de faire rire. C'est sûr que je comprends que c'est important, puis c'est ça l'objectif principal. Mais si tu fais une blague en voulant dire telle chose, puis que la majorité du public comprend l'autre affaire, Tu t'es trompé. c'est vraiment un problème. Puis il y a des humoristes pour qui ça, c'est pas un problème, puis ces humoristes-là, à mes yeux, sont plutôt dangereux. La plupart du temps, ces humoristes-là font des blagues sur des trucs un peu plus superficiels, légers, donc leur degré de dangerosité est moindre. Mais quand tu te mets à jongler avec des sujets plus graves, puis là, que tu essaies de dire quelque chose, puis que finalement, ton public comprend le contraire. Tu sais, je sais que, mettons, Fabien Cloutier avait enlevé une blague de son spectacle d'humour
parce que je pense que c'était une blague. En tout cas, le public, je me souviens plus, c'était une blague qui pouvait être perçue comme raciste ou comme misogyne, mais le public comprenait le contraire du message de Fabien Cloutier. Il s'en est rendu compte rapidement. Tu sais, ça aussi, j'en ai contre les humoristes qui font semblant que ça les regarde pas puis qui comprennent pas vraiment ce que le public saisit dans leurs blagues. Tu le sais, là, quand tu es sur scène... Tu vois les visages. Tu vois les visages, C'est tu ça. vois quand il rit de bon cœur, tu vois quand il rit de haine. Parce que moi, des fois, quand j'écris, ce que je veux, c'est... Sur certains sujets, je veux qu'il y ait de la haine. Je veux qu'il y ait Oui, soit en colère. ça peut être une émotion valide dans un show d'humour. Là, oui. Que ça a sa place, mais quand tu vois ça, puis quand tu vois ça, mais tu réalises que tu ris d'un groupe qui souffre, c'est pas une super idée. Là. Donc, oui, c'est ça, Puis ça exactement. sert à ça. Ouais, le rodage, ça sert pas juste à. Le rodage, ça sert pas juste à vendre des billets moins chers. Tu vois aussi. Tu fais pas juste compter le nombre de blagues, tu vois aussi la réaction des blagues. Il y a bien des humoristes, on se dit ça entre nous, il y a des rires qu'on ne veut pas entendre. Il y a certains rires qui sont dégoûtants. Il y a certains rires que je veux pas être associé à ce rire-là. C'est pas ça ce que je veux. Ouais. C'est pas l'émotion que je veux transmettre. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'humoristes qui se posent pas ces questions-là puis qui se soucient seulement de ça rit-tu ou ça rit-tu pas. Puis je vais y arriver par n'importe quel moyen à faire rire les gens. Puis des fois, c'est pas les moyens les plus élégants ou les plus admirables. Puis ça je trouve ça regrettable. Fait que, tu sais, faire des jokes sur les handicapés, bien sûr qu'on peut en faire. Puis moi-même, j'en fais souvent. Je suis le roi des blagues d'amputés. Je sais que Les gars amis le diraient. Les gars de South Park, quand ils ont commencé leur personnage, il y avait 2 handicapés. Quand Timmy, leur premier personnage handicapé, Comedy Central, leur diffuseur, ne voulait pas. Ils sont dit, c'est extrêmement délicat. Ils ont dit, non, ça va être drôle. Et le lendemain qu'ils ont fait le personnage, ils ont reçu plein de lettres d'handicapés, de parents d'handicapés qui disaient, enfin, il y a un personnage handicapé à la télévision. Ben, Puis- je pense qu'au final, quand même... Puis aussi, dans qu'est-ce qui est cool à South Park, c'est que c'est une caricature d'absolument tout. Alors, c'est normal que aussi l'handicapé soit caricatural. Tout est caricatural. Alors, Je pense quand même qu'au final, puis je suis peut-être un peu fleur bleue, là, mais que l'intention ou que le grand cœur ou le contraire du grand cœur de l'humoriste sur scène finit par transparaître malgré les blagues qui plus agressives ou plus violentes qu'il peut faire, mettons si on les prend au premier degré. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que les humoristes qui sont très, très, très doués, là, puis qui sont expérimentés, finissent par maîtriser ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que les bons humoristes m'ont l'air d'être ceux qui réfléchissent à tous les aspects d'un spectacle, de comment ils se présentent sur scène, de comment leurs blagues sont livrées, de comment ils sont écrites, de comment ils sont reçus. Tu sais, un Louis-José Hood, là, ce gars-là, il est en contrôle. Là. Ouais. C'est presque obsessif. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un des humoristes les plus admirables au Québec parce que il laisse rien au hasard. Puis il y a comme j'ai l'impression qu'il y a une espèce de culte dans le milieu de l'humour parfois pour un espèce de côté un peu slack, là, tu sais. on en parlait, on va en reparler, mais ceux qui sont slack, c'est une mise en scène. Ben, ceux qui sont slack et bons, c'est une mise en scène. Il y en a qui sont juste slack puis qui sont pas bons, puis eux, on les aime moins. Ou des fois, ils sont pas forcément slack sur le nombre de rires qu'ils vont générer, mais ils sont slack sur des questions qu'on évoquait à l'instant, comme quel genre de rire je suis en train de susciter présentement, puis est-ce que je suis en train de cimenter les préjugés de mon public ou plutôt de les déconstruire. Là, tu sais. Puis je pense que si tu es en train de nourrir les préjugés dans ta salle, c'est vraiment c'est très triste. Puis c'est important aussi de se remettre en question. C'est aussi. Oui. Comment tes critiques, comment tu te sens au 21e siècle, maintenant, quand tu écris une critique, il y a des gens qui peuvent te répondre. Moi, je trouve ça fou maintenant je trouve ça très, très difficile, votre métier, parce que tu peux... Mettons, toutes tes critiques, tu les publies sur Twitter. Si tu fais une critique sur moi, je peux te répondre, t'es un imbécile. Oui. C'est bizarre, c'est nouveau, ça. Comment tu te sens par rapport à ça? Tu vois, des critiques d'humour, des entrevues avec des humoristes, ça fait peut-être 1 an et demi que je fais ça au Devoir. Puis à date... j'ai eu la chance de faire des critiques essentiellement positives, à part celle que j'ai faite récemment du spectacle de Maxime Martin, qui était peut-être un petit peu plus négative. J'ai eu aucun écho de Maxime ou de son équipe. Puis en littérature, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir des échos d'une critique négative que j'avais signée, mais bon, puisque la littérature est plus confidentielle que l'humour, ça déboule assez rarement sur les réseaux sociaux, puis les gens sont quand même assez polis, même quand ils sont pas contents de... j'ai vu ça une fois en noter critique. musique, je vais pas nommer les musiciens. Quelqu'un a fait, dans le Devoir en plus, une mauvaise critique d'un album, et un autre musicien a répondu, tu devrais pas faire cette critique-là, t'es irresponsable. Puis je m'étais dit... Tu parles de Safia Nolin, là. Ouais. Ouais, j'étais mal à l'aise, parce que je me disais, j'adore Safia, c'était une amie à moi, c'est encore une amie à moi, mais j'étais mal à l'aise parce que
ben c'est votre rôle de critiquer l'art. Ouais, mais là, en plus, je comprenais pas trop. Moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour Safia Nolin, puis je trouve que c'est une femme très courageuse à bien des égards. Mais là, dans ce cas-là, moi, je comprenais pas trop. C'est Sylvain Cormier, donc, qui avait signé une critique du dernier album de Danny Bédard. Danny Bédard, qui est pas celui qui charme le plus la critique en général. Mais je trouvais ça quand même noble que Sylvain, que je connais pas, je l'ai jamais rencontré là, par ailleurs, mais on écrit dans le même journal, que Sylvain quand même fasse l'effort d'aller voir. Il dit, je pense presque carrément, là, ça faisait longtemps que je m'étais pas tourné vers l'œuvre de Danny Bédard, voyons voir ce qu'il y en est présentement. Puis finalement, il aimait pas plus ça, puis il nous présentait quelques arguments. Puis sa critique était pas vraiment personnelle ni mesquine. Donc là, je comprenais pas trop. C'est-à-dire que c'est correct ce serait vraiment ridicule que la critique demande qu'on la critique pas. Ce serait particulièrement ironique. Ça, t'as raison. Mais ça dépend ce qu'on lui reproche quand on la critique. Si on la reproche d'être critique, C'est absurde. C'est ça. Ben, tu peux penser qu'on n'a pas besoin de la critique, mais c'est aussi qu'il faut. Pour moi, la critique n'est pas juste là pour te dire ça, c'est un bon produit culturel ou c'est un mauvais produit culturel. Tu devrais prendre ton argent ou pas. Surtout, mettons, en musique où tu l'as accès avec Spotify. Ce que tu payes, c'est Spotify. Ça coûte à peu près rien. Fait que si t'es abonné à Spotify ou à Apple Music, l'album de Danny Bédard, tu peux l'écouter, peu importe. Donc, t'as pas forcément besoin du critique pour ça. Tu vas l'écouter toi-même, te faire ta propre idée. Alors qu'à une certaine époque, c'était quand même utile pour savoir. Mon 20$, c'est-tu mieux que je l'investisse sur le nouveau Nine Inch Nails ou le nouveau Limp Bizkit? Et la réponse, c'est tu achètes Nine Inch Nails et tu voles Limp Bizkit. Oui, en rétrospective, c'est la bonne décision. C'était la bonne décision à prendre, évidemment. Mais moi, j'avais acheté Limp Bizkit à l'époque. C'est quoi ton album favori de Limp Bizkit? Significant Other. Ah ouais? Ben génial. Moi, c'est leur premier. Ouais. Leur premier qui est enregistré tout croche. 3 billion, quelque chose comme ça. C'est $3 Bill Yard. Ouais, c'est qui est très bizarre. Avec Fate, puis oui. Counterfeit. Pollution, mais oui. Ouais. OK, on aime les deux le nu metal, je suis content. Ah, mais j'ai écouté beaucoup de nu metal, puis Limp Bizkit. Ouais, j'ai beaucoup cet été, c'était l'anniversaire, c'était le 20e anniversaire de Woodstock 99. Oui! Un moment important, le moment qui a cristallisé le personnage de Fred Durst dans l'imaginaire collectif, parce qu'il invitait les gens à faire toutes sortes de singeries dans la foule. À mettre le feu, à arracher des morceaux de bois sur des espèces de grands piliers, là, puis ça a dégénéré. Ça a été un des premiers moments dangereux de Woodstock 99. Puis il y avait un excellent podcast documentaire sur Woodstock 99 cet été qui était diffusé par... The Ringer. Oui, The Ringer, exactement. C'est Steven Hayden, un des journalistes musicaux que j'admire le plus. Qui écrit très bien. Oui, je le sais parce que quand tu leur tweets, je lis. Je trouve très, très bon. Oui. Mais donc, pour revenir à la critique, c'est ça. Si on reproche à la critique est là, j'essaie quand même je sais que c'est important de donner une idée aux gens de c'est-tu très très bon cette affaire-là ou c'est-tu moins bon, parce que c'est vrai que c'est quand même un enjeu pour les gens, là, l'argent. Là. Moi, j'ai la chance de me faire envoyer des livres puis d'aller voir les spectacles gratuitement. Mais pas juste ça. Les gens, il faut qu'ils payent. Ça coûte cher. Là. Les spectacles d'humour, vraiment, ça, c'est aussi un enjeu. Là. C'est assez fascinant à quel point ça coûte cher, puis il y aurait toute une critique à procéder de tout ça. Donc, j'essaie de donner cette idée-là. Ma blonde, tu dis ça, là, puis elle capote en ce moment. Elle nous écoute, puis elle capote. Parce que c'est dans son entreprise, c'est ça qui l'obsède, c'est le juste prix. C'est quoi son prénom déjà? Je veux pas. Je veux pas. Tu veux pas dire le prénom de ta blonde, hein? Mais elle travaille à une compagnie qui s'appelle Consortium. Okay. Eux sont obsédés par le juste prix. Tu le dis juste sur scène, son nom? Ouais, parce que sur scène, c'est pas éternel sur Internet. Ok, d'accord. C'est la différence. D'accord. Tu m'as vu sur scène, fait que je me sens vraiment à poil devant toi. Parce que je suis très différent sur scène que dans le podcast. Je suis quand même vraiment content que tu sois habillé. Oui, mais sur scène, je suis beaucoup plus... bref, ouais. C'est ça. Pour moi, une bonne critique, c'est une critique qui donne un peu une idée de c'est-tu vraiment un très, très grand spectacle ou c'est un peu plus moyen. Ouais. Mais c'est surtout un texte qui dit de quoi ça parle, cette affaire-là, puis quels moyens ça emploie pour parler de cette affaire-là. Puis je pense qu'en humour, on l'a fait trop peu. Il y a pas vraiment, même aux États-Unis, il n'y a pas une très, très grande tradition de critique d'humour. Ça tient à plein de raisons, puis je les connais même pas toutes, là. Mais au Québec, je pense que ça tient aussi aux conditions dans lesquelles ces critiques-là sont écrites. C'est-à-dire que ça, faut que je le mentionne, là. Au Devoir, ce qu'on a décidé... ma patronne et moi, depuis que je fais des critiques de spectacles d'humour, ils font aussi, je pense, un peu en théâtre, c'est que puisque ces spectacles-là vont être présentés en tournée partout, là, les shows d'humour, quand ils sont présentés en première à Montréal, ça veut dire qu'ils sont présentés pendant au moins 2 ans après partout au Québec. C'est pas grave si le texte n'est pas dans le journal le lendemain, surtout que... Merci!
Ouais. J'aimerais ça que les patrons gens de Montréal aient la même discussion. Mais Parce je comprends que c'est que un enjeu pour eux parce qu'ils veulent. Ma blonde qui fait beaucoup de spectacles, elle a déjà vu des journalistes avec un portable dans une salle de spectacle. Ben oui, non, mais moi, tantôt, on parlait de Céline Dion. Là, c'était une des premières expériences que je vivais d'écrire un texte dans un. J'ai écrit mon texte au Centre Bell. Là. J'étais là avec mon ordinateur. Puis... Guillaume Lefrançois à la presse pour le Canadien de Montréal contre les Flyers de Philadelphie, soit. Il y a besoin d'écrire un papier. Mais là, vous, pour comme tu dis, le spectacle va être là pendant un an. C'est absurde que ce soit le même. En même temps, je comprends. Il y a comme une sorte de... Mais le truc, c'est qu'au Devoir, on a quand même cette espèce de ce luxe-là. C'est-à-dire que je pense que les lecteurs du Devoir, c'est peut-être pas leur premier sujet d'intérêt, l'humour. Fait que tant qu'à le faire, on le fait d'une manière un peu différente. Puis, donc, ce qu'on a décidé, c'est que, en général, j'écris ma critique en rentrant chez moi le soir ou le lendemain matin. On la met en ligne. Collègues, on t'en remercie de réfléchir à un show avant d'écrire une critique. Oui, c'est ça. Mais les autres collègues n'ont pas ce luxe-là. Fait que des fois, ben, c'est ça, ça donne des textes qui sont construits plus rapidement. Bon. Non, mais un texte qui prend n'importe quel... Quelqu'un prendre 3 jours... Il y en a qui arrivent à faire du bon travail quand même à la presse puis au Journal de Montréal. Il y a d'excellents journalistes culturels qui font un travail tout à fait consciencieux, mais ils le font dans des conditions différentes. Moi, je trouvais ça complètement... Chantal Guy, que j'admire aussi. J'admire beaucoup Chantal Guy. C'est un grand modèle pour moi. J'ai rencontré Chantal Guy pour la première fois lors de mon entrevue avec Céline Dion. On était dans la même tablée en compagnie de Céline. Puis c'est ce que j'ai dit à Chantal en la rencontrant. J'ai dit, je suis plus nerveux, je suis plus honoré de te rencontrer toi que de rencontrer Céline. Parce que Chantal Guy, c'est une journaliste qui couvre... Là, maintenant, elle est columniste à la presse. Ouais, c'est une superbe elle écrit chroniqueuse. Souvent, oui, c'est vraiment très cool qu'elle soit devenue chroniqueuse parce qu'on a accès davantage à son cœur, puis à son vécu, à son quotidien. Puis elle parle souvent de littérature et c'est une journaliste littéraire. Ben moi, Chantal Guy, je l'appelle la Dominique Tardif de la presse parce que vous êtes très parallèles. Les deux, vous faites de la littérature, les deux, vous parlez d'humour. Parce que ce que j'allais dire sur Chantal Guy, j'admirais la pertinence et la valeur de ses critiques d'humour quand j'étais... le texte était publié à 22h37. Non, mais c'est ça. Voyons donc, le show commence à 8h. Oui, il y en a qui ont ce... Mais c'est aussi un muscle à développer. Tu vois, Sylvain Cormier, au Devoir, qui fait des critiques de musique, qui fait des critiques de spectacle, fait des textes époustouflants, puis c'est sûr qu'il les écrit pendant qu'il est en train de regarder le show. J'ai aucune idée comment il réussit à faire ça, mais non seulement il nous dit quelque chose de super intelligent et pertinent sur le spectacle, puis c'est écrit d'une façon superbe. Donc ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Puis ça, c'est un de mes défis personnels de la prochaine année, d'apprendre à écrire comme ça, sous pression. Non, mais après, je te dis prends ton temps. Continue à... Non. Je vais continuer à prendre ton temps. C'est mieux. Non, prends ton temps. Prends ton temps. Mais donc, puisque j'ai ce luxe-là, j'essaye de dire quelque chose sur le spectacle puis d'essayer de le situer. Mais moi, mon objectif, j'ai décidé que c'est ma nouvelle... mon nouveau cheval de bataille, c'est que ça soit pas un luxe, ça soit la norme de prendre 1 ou 2 ans. Et tu as le meilleur argument, j'avais jamais réfléchi à ça. Prenez la peine d'écrire une critique quelques jours après, parce que le spectacle va être diffusé pendant 1 an. Alors, les personnes de Victoriaville, ils vont voir le show 6 mois plus tard. C'est correct que la critique soit disponible 2 jours après la première à Montréal. Moi, ce que je rêve de faire aussi, puis j'ose espérer que je vais le faire un jour, c'est de faire une critique comme de la 88e représentation de tel show, là, justement à Saint-Hyacinthe, un soir. Mais moi, c'est ce que je fais souvent. Je vais voir les spectacles. Je vais rarement aux premières. Je vais voir les spectacles en banlieue ou en région après 3-4 mois pas de rodage, mais 3-4 mois qui est vraiment sur la route. Oui, puis c'est le fun aussi de... Tu sais, comme hier soir, j'étais à ta soirée, puis j'aime beaucoup ça, aller voir des humoristes qui sont en rodage ou qui testent des numéros dans des soirées, parce que ça te permet... C'est vraiment de la magie. C'est de la magie, de l'humour. Tu sais, je me souviens d'avoir vu... on parlait tantôt de la plancaphone, là. J'ai vu Jay du Temple, qui était déjà connu, là, puis qui testait une bonne partie d'une heure qu'il allait faire au ZooFest. Il l'a fait pendant quelques étés, ça, une heure différente. Puis, je l'avais vu 2-3 fois avant, au ZooFest, entre autres, dans d'autres bars. Puis, Jay, à toutes les fois, il rentrait solide, puis il était vraiment bon. Puis, ce soir-là, ça allait pas du tout. Le public était dissipé. Il y avait une fille qui criait d'enlever son chandail. C'était plutôt disgracieux. Puis, Jay du Temple, qui est comme toujours l'individu le plus gentil et poli, était vraiment sur le bord de pogner les nerfs.
contre cette fille-là qui l'aurait mérité parce que je pense qu'il a même dit quelque chose du genre, tu sais, est-ce que tu demanderais ça à une fille d'enlever son chandail? Tu te rendrais bien compte à quel point c'est disgracieux. Je vais garder mon... T'as le droit de me trouver cute, mais... mais donc ça pour dire que c'était... Yo, je suis d'accord avec la fille. Enlève ton t-shirt, Jay. Come on. On aimerait ça, mais c'est bon. Yo, let's go, Jay. Donc, je sais pas s'il est très content que je raconte ça. Non, finalement. il aime pas content, mais c'est correct. Il se fera après moi. Il est plus fort que moi, il me fera mal. Tu penses qu'il est plus fort que... Non, mais Non, pas je pense. Je suis convaincu qu'il est plus fort. Moi, je le répète souvent, le corps et le talent est bien tombé dans le corps de Jay. Parce que si j'avais le corps et le talent et les opportunités de Jay, je serais une personne ignoble. Moi, j'aurais enlevé mon t-shirt puis j'aurais dit, ben là, j'ai enlevé mon t-shirt, viens me lécher. Puis on aurait vécu ce moment-là. Mais heureusement, j'ai pas le corps de Jay et les femmes et les hommes ne veulent pas que je retire mon t-shirt. Fait qu'on vit pas ça. Mais j'adorerais, moi, être dans le corps de Jay pendant une semaine. Mais j'espère Et malheureusement, gâcher sa carrière. Parce que c'est un peu étrange, ça. J'aimerais être dans le corps de Ah, Jay. j'adorais. Je sais pas que j'aimerais le pénétrer, mais j'aimerais être dans le corps de Jay. Quoi, vrai. j'aimerais le pénétrer aussi, mais. J'aimerais-tu pénétrer Jay? Non, j'aimerais pas ça. Mais j'aimerais être dans le corps de Jay. J'aimerais être dans le corps de Jay pour pénétrer d'autres gens. Peut-être être. J'aimerais être dans le corps de Jay pour me pénétrer. Ça serait bon. J'aimerais ça avoir une photo de la face que j'ai faite quand t'as dit. C'est que j'aime tellement Jay, je suis si jaloux de ce qui lui arrive. Tellement jaloux de ce homme-là. Mais je vais finir mon anecdote Vas-y. pour pas avoir l'air du gars qui fait juste raconter le bout où ça n'a pas été facile pour Jay du Temple. Ouais. Mais ce qui m'a fasciné, là, je me souviens de ce moment-là parce que la carrière de Jay du Temple décollait vraiment à ce moment-là. Il venait à Sherbrooke puis il remplissait le théâtre Granada, qui est quand même une très grande salle. Il faisait ça lui tout seul avec sa sœur, puis bon, tu sais, il parvenait à remplir cette Et salle-là. son talent. Voir oui, Jay évidemment. 1h30 sur scène, c'est vraiment Oui. trippant. C'est vraiment un Oui. excellent Oui. humoriste. Mais donc là, il est au Mais bas- en même temps, on veut le voir tout nu. C'est ça qui est génial de Jay. Laisse-moi finir mon anecdote. Arrête de parler du corps de Jay du Temple. Sacrifice. Donc, Jay du Temple est là au Boc et Bière. C'est son ascension. Tout le monde capote dans la salle, mais les gens sont dissipés. Il y a une fille qui crie d'enlever son chandail. On voit que ça le déstabilise un peu. Il réussit quand même à faire sa soirée. Je ris beaucoup, puis il teste du matériel. Donc, tu sais, tout n'est pas peaufiné, c'est normal. Mais je le revois donc quelques mois plus tard, donc 2 mois ou 3 plus tard, au ZooFest, même matériel. Puis, évidemment, il y avait un public plus disposé, moins en boisson, puis il n'y avait pas la fille qui lui demandait d'enlever son chandail. Mais c'était tellement révélateur pour moi d'à quel point il avait pris... ce qu'il nous présentait au Boc et Bière, c'était une espèce de bloc de glaise qui commençait à façonner, puis ça ressemblait à quelque chose, puis on voyait où il s'en allait. Puis, au ZooFest, c'était une sculpture aboutie qui générait vraiment beaucoup, beaucoup de rire. Fait qu'évidemment, il y a le contexte là, qui jouait en sa défaveur dans le premier cas. Et son travail, son Mais artisanat. il y a son travail, mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'en 3 mois, il est parti d'une affaire qui était encore un peu informe, puis tout d'un coup, c'était une œuvre d'art. Ouais, c'est un homme acharné. Oui. C'est un homme acharné, Jay. C'est une des raisons pourquoi, à mon avis, il vend autant le billet, c'est que ça vaut la peine de le voir en spectacle. C'est tout le temps bon. Oui, Il donne non, vraiment des excellents spectacles. je pense qu'il y a bien des gens qui ont des préjugés à son sujet parce qu'il anime Occupation Double, mais pour Et moi, parce qu'il est beau. Ça oui, joue. c'est vrai, ça joue Parce sans qu'il est doute. beau. On a un mépris des il y a un mépris des humoristes beaux. C'est arrivé avec plein d'humoristes. Je comprends ça. Mais je suis sûr que ça présente quelques avantages d'être très beau, qui compensent un peu. J'imagine. Si seulement je pourrais dire... Si je pouvais dire, ouais, je sais c'est quoi être beau, puis je comprends les avantages, je ne le sais pas. Mais donc, Heureusement, j'ai négligé. là, Jay du Temple, c'est un bel exemple, ça, d'un humoriste qui, présentement, à mes yeux, est un des meilleurs dans ce qu'il fait, puis qui est aussi un des plus populaires. Tu sais, des fois, on a l'impression que le meilleur humour, ou en tout cas, les snobs de l'humour vont penser que ce sont des humoristes moins populaires qui font le meilleur matériel ou qui ont les propositions les plus intéressantes. Puis, Moi, je c'est trouve une des raisons pourquoi j'ai adoré quand j'étais fin adolescence, début âge adulte, que j'aime autant le stand-up et la comédie. On oublie la comédie au cinéma, mais la comédie sur scène, je trouvais que souvent les plus populaires étaient les meilleurs. Je sais, parce que le but de la comédie, c'est aussi de générer le plus de rire possible. Alors, c'est normal que ce soit les plus populaires, tu sais. Ouais, non, tu sais, Louis-José Hood est au sommet de l'humour québécois depuis tant d'années, puis je pense qu'on pourrait difficilement dire que c'est François pas Bellefeuille, je le trouve encore super hilarant. C'est vraiment un homme hilarant. C'est un super spectacle. Mais ça paraît, c'est ça, c'est que on sent rapidement je reviens à mon exemple de Steve Hill tantôt, là. Steve, il pratique peut-être moins aujourd'hui, mais il pratiquait beaucoup. Il pratiquait de façon acharnée pendant son adolescence. Les humoristes qui sont les meilleurs, c'est des gens qui sont obsédés par l'humour, qui en consomment, qui réfléchissent à ça sans arrêt.
Puis les exemples là, qu'on a évoqués, là, tu sais, Jay du Temple, quand il revient d'un de ses tournages là, d'Occupation Double aux quatre coins de la planète, là, la première affaire qu'il fait, il va même pas prendre sa douche à la maison, il s'en va au bordel, roder du matériel. N'importe qui d'autre qui revient qui vient de passer 1 heure dans un avion aurait pas forcément envie d'aller faire du rodage dans un bar. Puis lui, c'est ça qu'il veut faire parce que ça l'habite. Puis ça, c'est ce bout-là qui est admirable pour moi. C'est la passion. C'est devenu quétaine un peu là, à la fin de ma phrase, mais en tout cas, moi, un pas truc mal grave. moi, ce que je trouve cool dans tes textes, qui transparaît, t'es un des rares critiques d'humour qui est en admiration avec l'art qu'on fait, qui aime beaucoup, qui respecte le processus. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Tu respectes le processus, que c'est vraiment tough à être intéressant sur une scène 1 heure. Ah oui, c'est ça, mais même quand je vais voir un spectacle ou quand je vais voir une soirée de rodage, là, à Fortiori, là, t'assistes à des moments un peu plus malaisants ou à des choses qui sont vraiment pas encore abouties, mais... Des fois, c'est meilleur. C'est un mauvais 10 minutes d'humour, c'est vraiment drôle. Ben, un mauvais 10 minutes dans un bar, c'est meilleur qu'un mauvais 10 minutes dans une première, là, parce que là, ça rend vraiment les gens plus mal à l'aise, tandis que dans un bar, on va aller chercher une bière, puis c'est ça. Puis le gars sur scène s'en rend compte bien rapidement qu'il est en train de vivre un difficile moment, puis c'est pas si grave que ça. Mais donc, oui, j'ai beaucoup de respect, je pense que... mais tous les critiques je connais pas beaucoup de critiques, là, on se fait une espèce d'image du critique comme le gars ou la fille dans son coin qui prépare ses phrases les plus mesquines, qui fourbit ses armes les plus mesquines. Puis, en tout cas, moi, j'en connais pas des gens comme ça. Dans Ratatouille, les critiques dans Ratatouille. Ils adorent faire souffrir. Les critiques que je connais, en tout cas, ils sont pas comme ça. Puis, ils ont tous un grand respect pour le travail des gens qui montent sur scène. Est-ce que tu y crois que les critiques, c'est des artistes ratés? Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis vraiment content. J'aimerais ça, mettons, faire plus d'argent, mais je suis heureux de la vie que j'ai. Là, vraiment, je très, très, très fort à faire du journalisme culturel, faire du journalisme en général. C'est pour ça que, mettons, j'arrête de jouer du drum, parce que je voyais bien que non seulement ça me passionnait pas, mais que j'avais même pas je deviendrais jamais bon là-dedans. Mm-hmm. Je pourrais pas prétendre à être bon là-dedans. Tandis que écrire des textes, écrire dans un journal, ça, j'ai l'impression que ça me passionne assez pour que je puisse le faire bien. T'sais. C'est ça. Si tu es prêt à mettre 6, 7, 8 heures, 9 heures de ta journée là-dessus, ben, il y a des grosses chances qu'après 6, 7, 8 heures, ça a l'air de quelque chose, ton texte ou ta guitare ou ton drum. T'sais. Fait que, est-ce que je suis un artiste raté? Est-ce que les critiques sont des... Je pense pas, non. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'amertume, mettons, de la carrière qu'ils auraient pu avoir ou qu'ils voudraient avoir. Puis je pense que c'est ça aussi. Ça, c'est un des... C'est ce que j'aime moins parfois chez certains critiques, c'est qu'ils vont donner des conseils. Là. J'aurais aimé que l'artiste fasse telle affaire, qu'il y ait moins de telle chose ou telle chose. Ou, il aurait pu faire... C'est surtout cette formulation-là. Des fois, on peut dire, mettons, dans le cas de Céline Dion, j'aurais aimé qu'elle fasse d'autres chansons, mais après, la façon dont elle chante, la façon dont le spectacle est construit, c'est ta décision à toi. Là. J'en ai aucune idée. Fait que, je peux commenter ce que tu m'as présenté, mais je ne vais pas commencer à te donner des conseils sur comment le faire. Je le sais pas, comment faire un spectacle d'humour, puis je pense pas que ça fait de moi un moins bon critique. Là, les mauvais auteurs en stand-up sont comme ça. J'étais longtemps comme ça, moi. Tu devrais. Et j'écoutais pas la proposition de la personne. C'est pour ça que j'étais un mauvais auteur au début. C'est ça. J'ai tombé dans le piège de tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, plutôt qu'écouter la personne et d'amener, pousser la personne dans ce qu'elle voulait faire. Je la tirais dans ce que moi, je pensais qu'il fallait faire. Puis ça, c'est terrible. Oui, c'est ça. Fait que le critique, faut pas qu'il commente ce qui aurait pu être là ou ce qui aurait dû être là. Faut qu'il commente ce qui était là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que non, je suis pas un artiste raté. Mais j'aime avoir des petites activités extra journalistiques à l'extérieur du journalisme, là, comme le show dont je te parlais tantôt. Puis, ouais, tu as une série de podcasts. Ouais, j'ai commencé à enregistrer ça. Je sais pas si ça va être lancé au moment où cette comment? Ça s'intitule « Deviens-tu ce que t'as voulu? Hein? » Comme la toune de Daniel Boucher. Hein? Ouais. Et tu reçois qui? À date, j'ai reçu Christiane Charette, Martin Dubreuil, Anne-Marie Wittenshaw, Paul Amarani, Bruno Blanchet et François Havard. Je suis jaloux de tous tes invités. C'est bon, ça. J'ai vécu de très beaux moments avec tous ces gens-là. Des moments très intenses. Et c'est disponible où?
Ça va être disponible Partout, plutôt Spotify, tout ça. ouais, avec la gang de Transistor. Que je travaille là-dessus. Ouais, c'est très cool. On enregistre ça dans un studio qui s'appelle le studio Madame Wood. C'est un studio de musique dans le Milex, je pense. Je sais pas encore, tu sais, des fois, j'ai de la misère à identifier dans quel quartier de Montréal je me trouve. Ça fait juste 1 an et demi que je vis à Montréal. Mais c'est ça. Fait que ouais, c'est très, très le fun. Puis c'est des longues... Mais toi, donc, je voulais te poser cette question-là. Est-ce que t'édites pas, là? Tout ce qu'on a dit depuis le début de cette jazette-là va se retrouver dans... va malheureusement se retrouver dans... À moins que tu me dises tel segment, j'enlève, mais que je garde tout. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé que des gens disent ce bout-là, au final, finalement, j'y ai repensé, ça me rend mal à l'aise? Tout ce que j'ai coupé, c'est pas une question de rythme. Quand je coupe des choses, je dirais pas avec qui ni quoi, c'est vraiment une question de rythme. OK. Ça manquait de rythme, on coupe ça. Fait que je vais pouvoir écouter la balado puis voir où ça manquait de rythme. Ah non, toi, t'as plein de rythmes. J'ai plein de rythmes. On va rien couper. T'es... à part ce bout-là que je vais garder, il y a beaucoup de rythme dans ce J'ai podcast. scaté un peu, ouais. Mais j'ai autant de rythme que le drummer de Def Leppard. Rick Allen. Il s'appelle Rick Allen. Mais moi, oui, non, vas-y. Je commence à me réchauffer. Ça fait tout le temps ça. J'écoute Marc Maron. Ouais. Puis là, au début, t'es comme, ça va donc bien nulle part, cette conversation-là. Marc parle donc bien de lui. C'est inintéressant. On le sait, Marc, que t'as pris beaucoup de coke dans le temps. Ah! Puis là, t'arrives aux 15 dernières minutes, puis là, ça se passe. Là, il y a une connexion, puis là, il se raconte des choses passionnantes, puis c'est terminé. Je comprends. Mais moi, oui. Mais moi, ce que j'adore le plus de Marc Maron, ses meilleures entrevues, c'est quand il méprise le gars devant lui. Ouais. Non, tu vois, moi, je suis d'accord que ça donne des moments intéressants. Je veux pas dire le contraire, mais il a fait une entrevue récemment avec Betty Gilpin. Je pense que c'est ça son nom de famille, qui est l'actrice avec qui il joue dans Glow, l'émission de lutte sur Netflix. Puis ces deux-là se parlent. On comprend qu'ils se connaissent un peu forcément parce qu'ils ont tourné ensemble, mais ils apprennent à se connaître davantage au cours de la conversation. Puis Marc a beaucoup de respect pour elle parce que c'est une actrice qui a été formée dans des écoles de théâtre. Là. C'est une actrice de formation. Puis Marc, lui, il commence à devenir acteur. C'est plus récent dans son parcours. Fait qu'il a beaucoup de respect pour elle, puis elle a beaucoup de respect pour Marc parce que c'est un humoriste important, puis c'est un podcasteur de légende. On respecte généralement les gens qui ont une ascension différente de la nôtre. Oui, c'est ça. Fait que ça donne une très, très belle conversation. Je trouve, mais c'est vrai que c'est le fun de... Le producteur de What the Fuck, le podcast de Marc Maron, a dit ça dans l'épisode le 1000e, je pense, où il faisait une entrevue les deux ensemble, une conversation autour de la création du podcast, puis le producteur, il disait ça, puis c'est comme une évidence qu'il n'y en ait pas une, c'est-à-dire que pour lui, WTF, c'est l'histoire d'un gars qui apprend à se connaître puis qui apprend à devenir une meilleure personne. Mais c'est drôle parce que ce gars-là, il parle quand même beaucoup, Marc, mais il est dans le rôle d'intervieweur. C'est d'autres gens qui met en valeur, mais c'est quand même sa transformation à lui que cette série de conversations-là raconte. T'sais. Puis je pense que c'est quand même beaucoup ça aussi, le médium du podcast. C'est du cas par cas. Mais moi, mon modèle, c'est Marc Maron. Et le gars à la radio, il porte des lunettes puis il se fait toujours poursuivre par le Howard Stern. Ah oui. Mais Stern aussi a vécu cette espèce d'épiphanie-là à un certain moment que, OK, c'est bien drôle là, d'inviter des danseuses puis des nains en studio. Mais que là, si j'ai quelqu'un de super, un musicien que j'admire devant moi, un humoriste que j'admire, un comédien, une comédienne devant moi, je pourrais aussi essayer d'avoir une conversation avec cette personne-là. Ou que je pourrais essayer d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un que j'admire pas forcément. Parce que c'est ça, avoir une conversation avec quelqu'un que t'admires, ça va. Ouais. C'est peut-être plus facile, je pense. Mais avoir une conversation passionnante, intéressante avec quelqu'un que tu admires moins, voire que tu méprises. C'est pour ça que j'ai comme un bémol quand tu dis que c'est le fun quand Maron il méprise ses invités. Parce que, en fait, le bout qui est le fun pour moi, c'est quand il essaie de triompher sur son mépris. Là, il essaie de comprendre son propre mépris avec l'aide de la personne qui méprise. Puis qu'au final, la plupart du temps, il se rend compte que c'était niaiseux que je méprise cette personne. Un de mes épisodes favoris, c'est avec Dane Cook. Oui. Et le meilleur moment, c'est quand il lui dit qu'est-ce que je pense de toi? Il dit You're empty vessel full of fuel. C'est-à-dire que tu es un vaisseau vide rempli d'essence. Et dire ça à quelqu'un dans sa face, c'est génial. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la théorie de Steven Hayden? Et Steven Hayden a écrit un texte là-dessus. On en a parlé au téléphone l'autre fois qu'on s'est appelé. Mais Steven Hayden a écrit un texte dans lequel il revient sur l'épisode de Louis, l'émission de Louis C.K., dans lequel Louis C.K. va confronter
Dane Cook, dans les coulisses du Madison Square Garden, Ouais. au sujet des blagues que Dane Cook lui a ou lui aurait volé. Mais Dane Cook a admis qu'il lui avait volé, non? Je pense pas, je Non. sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la pensée parallèle. Oui, OK. Il faut penser à un truc Mais similaire. donc, il va le confronter au sujet de ces blagues-là. Puis, on a appris ensuite que Louis C.K. avait un peu tordu le bras. Ah, à on l'a Dane appris bien avant. On l'a appris Ah, on dans l'a le. C'est drôle parce que c'est à une entrevue avec son patron Bill Simmons qu'on a appris que. Parce qu'il a dit à Bill Simmons, moi, le truc avec Dane Cook, j'y ai dit, on le fait Ah oui, avec c'est ou ça, sans ok. toi. Mais donc, c'est quand même révélateur de son rapport au. On en sait pouvoir. beaucoup de son rapport au Oui. consentement et au pouvoir maintenant, mais ça aussi, c'est révélateur. Là. Quand il a dit ça, à l'époque, on se dit ah, quel être courageux, Louis C.K. Il a fait payer Dane Cook de lui avoir peut-être volé une coupe de joke. Mais à la fin, il gagne. Par contre, dans comment c'est écrit, c'est Dane Cook qui gagne. C'est Dane Oui, Cook qui. mais quand même, il me semble que c'est Dane Cook qui a l'air un peu du nono. Dans... Au contraire, Dane Cook, je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Parce que. C'est drôle parce que c'est un. Moi, de plus en plus, je suis fasciné par les influenceurs. Surprise, je suis dans le studio d'influenceurs, je réfléchis à eux. L'influence, on peut être influenceur de plusieurs groupes. Exemple, Dane Cook, lui, il a une influence, il peut remplir des stades. Par contre, Louis C.K., il est très, très, très populaire chez les intellectuels. Ouais. Alors, grâce à cet épisode-là, Dane Cook a pu rentrer dans la tête des intellectuels. Il a pu montrer. C'est la seule scène de Dane Cook à l'écran qui est bien jouée par Dane Cook. Fait que merci à l'écriture et merci à la réalisation de Louis C.K. Et il a eu l'air cool. Grâce à Louis C.K., Dane Cook a eu l'air cool. Ce qu'il a jamais eu accès. Peux-tu raconter quelque chose? Vas-y. Mais là, je m'étais tout mêlé dans mon anecdote. Ben correct. C'est pas grave. Merci d'avoir. C'est toi qui as de la rigueur maintenant, tu vois? Je change. Moi, j'ai manqué de rigueur, puis tu m'as ramené à l'ordre. Il y a un épisode des les entrevues que Stéphane Bureau fait là, à RTV avec Oui. des humoristes. Là. Oui. Il y a un épisode avec Louis-José Hood. OK? C'est intéressant. Bonne entrevue. Puis à la fin, Stéphane Bureau dit alors, Louis-José, vous admirez. Mais c'était au moment. Tu sais, Dane Cook aujourd'hui, il est moins populaire, puis sa cote de popularité a vraiment. baissé. On dit ça, mais une fois dans une entrevue, il a dit moi, j'ai un problème d'argent et comment je me suis refait. Ben, j'ai juste loué le Madison Square Garden et je l'ai rempli, puis c'est comme ça que j'ai fait de l'argent. Fait que pour Ok. un gars pas populaire, il remplit des stades de hockey. Il est encore populaire, mais disons qu'il est moins. C'est moins l'humoriste du moment. Il est moins. Il n'est plus Dane Cook 2006. Ouais, c'est ça. Donc, cette entrevue-là se déroule un peu après ce moment-là. Puis, l'entrevue se conclut. Donc, Stéphane Bureau dit à Louis-José Hood, vous êtes un admirateur, un grand fan de Dane Cook. Puis, Louis-José est comme, genre, ouais, correct. Puis, ils lui remettent une photo, mais comme une toute petite photo autographiée dans un cadre de Dane Cook. Puis, il donne ça à Louis-José Hood. Puis là, il est supposé, je sais pas de faire quoi, là, de se mettre à genoux puis de remercier Stéphane Bureau. Tu vois tout le malaise dans la face de Louis-José Hood. Génial. Quel étrange cadeau. Et ironiquement, je pense qu'il tripe bien plus sur Louis C.K. à l'époque. Là. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il est content finalement que ce soit une photo de Dane Cook qui se soit fait remettre à ce moment-là. OK, il faut que j'en parle. Louis C.K., que penses-tu de toute cette affaire? Ben, tu sais, je suis pas le premier à dire que il nous l'avait pas caché. Là. Non. Tu sais, que pendant tout ce temps-là, il nous le disait, qu'il était une espèce de. Pas une espèce, là, qui était un pervers, je sais pas exactement comment un agresseur. Je pense que c'est le mot qu'on peut employer dans C'est son ça la cas. différence, c'est que lui disait que c'était un pervers, pas que c'était un agresseur. Oui, c'est ça. Il y a une la nuance, mais c'est aussi que ces agressions, c'est des agressions qui sont, comment les qualifier, atypiques. C'est pas le viol classique qui est dans l'imaginaire populaire, le violeur qui t'attend dans une ruelle, mettons. Puis c'était des allégations qui étaient assez différentes de toutes celles qui ont surgi à peu près au même moment, mais qui étaient différentes, ce que je veux dire, qui étaient différentes dans les gestes qu'il décrivait. Là, tu sais. qui traînait dans des blogs depuis des années. Oui, c'est ça. C'est pas nouveau que ça circule au sujet de Louis C.K. Ouais. Que je me souviens, mais moi, je voulais pas le croire, ça. Je me confesse. Puis je faisais un papier sur Louis C.K. avant une de ses venues à Montréal. Puis j'avais écrit à Guillaume Wagner pour lui demander, parce que Wagner avait publiquement témoigné de son admiration pour Louis C.K. Puis je voulais qu'il refasse ça à nouveau avec moi, parce que Guillaume Wagner est toujours un interviewé pertinent et passionnant lui aussi. Mais ça.
Un bon humoriste aussi, un très très bon humoriste. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour son travail, mais tout ça, et un bon podcasteur. Fin de la parenthèse, Guillaume Wagner. Je lui ai écrit, hey Guillaume, accepterais-tu qu'on jase une couple de minutes sur Louis C.K. Puis il m'avait dit, ouais, non, avec les affaires qui circulent à son sujet, je préfère pas être dans le journal en train de dire que c'est un grand humoriste. Oui, c'est un génie, Louis C.K. Fait on le savait, mais là, ce qui est plus dommage, pour ne pas dire dramatique, c'est qu'il est en train de se radicaliser ou qui est en train de devenir... On sait pas trop ce qu'il est en train de devenir. On l'ignore. On a entendu quelques bribes de nouveaux numéros qu'il présente dans des... au Comedy Cellar, par exemple. Ah, mais moi, hier, j'ai dit des choses très, très, très horribles sur scène que je vais plus jamais répéter. Puis Oui, je sais. Si tu prends un téléphone et tu fais « Thomas, t'as dit ça. » J'ai dit ça, mais je voulais... comme tu dis, je voulais faire rire, mais là, je l'ai enlevé si je sais qu'il y a un processus. Je suis sensible à cet argument-là que roder de l'humour, que l'humour doit passer par ce processus-là. Mais c'est difficile pour tout. Eddie Murphy en parle dans son Comedians in Cars avec Jerry Seinfeld. Il dit que lui, une des raisons pour lesquelles il a arrêté de faire de l'humour, c'est parce que là, il se présentait sur scène à un certain moment. Puis il dans sa face. Non, pas pour ça. C'est que les gens se mettaient à rire. Il faisait rien. Il n'y avait rien à faire, puis les gens riaient. Fait que là, il a annoncé là, depuis qu'il allait refaire une tournée, mais c'est ce dont il parle dans l'épisode avec Jerry Seinfeld, qu'il ne sait pas trop comment il va faire ça, parce qu'il sait bien que dès qu'il va remettre les pieds dans un comedy club, le monde va capoter, puis il n'y aura rien à faire, puis les gens vont rire, tu sais. Fait que c'est difficile de roder du matériel, j'en suis bien conscient. C'est quoi le truc quand tu veux roder du matériel puis tu es une superstar? Ton premier 5 minutes, t'insultes le public puis t'es vulgaire. J'ai un ami collègue qui fait ça. Et il n'est pas vulgaire, il les insulte pas, mais il est très agressif. Et ensuite, tu peux roder. C'est un truc que Louis C.K. utilise. Louis C.K., probablement, il va plus maintenant, là, mais à l'époque où il était super populaire, il n'y avait pas cette allégation-là. Ou du moins, cette histoire-là dans le journal. C'est pas une allégation, il a dit que c'était vrai. Tu casses le public. Ouais. Tu regardes, mettons, t'es bizarre. Pendant les premières 5 minutes, tu parles pas. Tu respires fort. Ensuite, Mais pour revenir à ce que tu dis, là, c'est vrai que, mettons, hier soir, t'as peut-être dit des choses horribles que tu voudrais pas que l'on prenne hors contexte. Ou pire, pas drôle. Ouais. Être horrible, je peux le défendre. Pas drôle, c'est plus difficile. Sauf que t'es pas Louis C.K., puis à ce que je sache, t'as pas été accusé d'agression sexuelle. C'est vrai. Donc, d'une part, tu sais que tu n'as pas cette attention-là puis ces standards-là à remplir. T'sais, Louis C.K., il monte sur scène au Comedy Cellar. Il sait bien que tout ce qu'il va dire sur scène... Je comprends là, que j'ai pas le goût tant que ça d'avoir de la compassion pour Louis C.K., mais je comprends que c'est plate pour lui en ce sens-là qu'il ne peut pas les tester, ses blagues. Mais c'est quand même la réalité avec laquelle il compose, puis il est très bien payé pour faire son travail. Fait que, on va se modérer aussi sur l'empathie pour le pauvre humoriste populaire dont les circonstances de rodage sont plus difficiles. Mais c'est aussi après la nature des blagues qu'il fait. Il revient sur scène. Louis C.K. d'une certaine manière, nous a parlé à plusieurs reprises des accusations qui sont tombées ensuite. T'sais. Il en parlait d'une manière différente, mais il nous en parlait. Là, il revient sur scène, puis c'était ça là, qui était puissant chez Louis C.K., c'était le pacte le pacte de sincérité entre lui et son public. Fait que, il a rompu aussi ce pacte-là. C'est évidemment moins grave que les autres formes de choses qu'il a rompu avec des femmes, le consentement. C'est de ça dont je parle. Mais il a rompu ça, puis il n'aura pas le choix pour revenir sur scène de parler, puis être, je pense, accepté à nouveau, vivre une rédemption. S'il y a une rédemption possible pour Louis C.K., elle ne passe seulement que par un spectacle dans lequel il nous parle de ça en détail, puis il nous dit pourquoi il a fait ça. Ou en tout cas, qu'il aborde la question de front. Puis après, je suis pas sûr que c'est une si bonne idée que ça. En tout cas, ça soulève toutes sortes d'autres questions morales si Louis C.K. fait un spectacle puis fait rire les gens à partir d'un événement qui a été profondément traumatique pour des femmes qu'il a agressées. Moi, le plus difficile dans toute cette affaire-là, c'est... J'ai cru comprendre, je reste un gars de Montréal, je sais pas tout, que lui et son équipe ont fait taire beaucoup de femmes. Ils ont fait taire des femmes qui disaient « il nous a agressés » et aussi, ils ont rendu le travail de journalistes femmes qui voulaient sortir ces histoires-là très, très, très difficiles. Ah oui. C'est ça qui est dans l'histoire, c'est là que je décroche. Ben, oui, les humoristes l'ont dit, les femmes qui ont été agressées par lui, le duo d'humoristes là, devant qui il s'est masturbé. Là. Bon, d'une part, ces filles-là pensaient que Louis C.K. il voyait comme une sorte de modèle, ce qui était pour la communauté humoristique en général.
Puis donc, il a brisé cette confiance-là qui le liait à ces filles-là. Mais après, l'équipe de Louis C.K. a laissé entendre à ces filles-là que si elles parlaient de ça en public, leur carrière allait mal tourner, puis qu'il allait tout faire pour que ces filles-là se retrouvent sur des listes noires. Fait que c'est Voilà. vrai, c'est tout à leur honneur d'avoir eu le courage, je pense que c'est le bon mot qu'on peut employer ici, d'en parler malgré ces menaces-là. Mais ça, c'est effectivement aussi, ça ajoute, mettons, au dégoût que génère chez moi désormais Louis C.K. là. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est comme... Je suis toujours un peu mal à l'aise avec ces discussions-là qu'on a sur « Ah, c'est tellement triste qu'on puisse plus aujourd'hui voir un nouveau spectacle de Louis C.K. » Discours que j'ai souvent. Oui, mais puis, si on prend ça isolément, oui, ça l'est triste, mais si on compare ça à ce que les filles ont vécu, c'est pas grand-chose. Je comprends. Ça a été exceptionnel. Et me juste prendre un merci beaucoup de ton temps et aussi merci beaucoup pour tes articles sur l'humour et aussi tes articles sur la littérature. Je trouve que tu es très, très, très important pour la culture québécoise et je veux te remercier. C'était vraiment très agréable. Je pense que c'est la première fois que je participe à un podcast. Yeah! Ben, tu vas revenir parce que t'es bon. Ouais? Ouais. Hey, Très, très bon. C'était vraiment très, très le fun, Thomas. Je suis content de... On va fermer les micros, puis OK. on va se faire un hug. Un quoi? Un hug. OK!